Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Ah non, mais on est heureux d'être avec vous. Nous sommes en direct. Nous sommes le 24 décembre. Nous sommes là. L'équipe de Sud Radio est avec vous, évidemment. Alors, évidemment, puisqu'on parle de Noël, il va y avoir encore un joli cadeau aujourd'hui. Le sapin du Père Noël de Sud Radio est bien présent. Je ne vous dis pas quand, je ne vous dis pas quoi, mais vous allez encore être gâtés. Comment ça va, l'ami Jean-Luc ? Bah, écoutez, ça va bien. On va commencer, puisqu'on a décidé d'être les Pères Noël aujourd'hui, on va être Père Noël moi, pour... mère, hein. Mère Noël, Ah oui, c'est vrai. s'il vous plaît. Il vous manque la barbe. Heureusement. On va essayer de faire les Pères Noël aussi à la fin de l'émission avec Roule. Ben ouais. On vous présentera une initiative qui permet aux plus démunis d'accéder à des solutions de mobilité, en l'occurrence l'automobile, donc d'acheter des voitures pour pas cher. Donc si vous avez du mal à vous payer une voiture, restez avec nous, on va peut-être vous offrir une solution à la fin. Bon, juste avant, c'est un peu moins populaire, mais on se posera la question, est-ce que la Porsche 911 serait pas le cadeau de Noël rêvé de tous les amateurs d'automobile? Alors tous ceux à qui j'ai posé la question m'ont dit ouais, moi ça me va bien comme cadeau. Ah bon, c'est marrant parce que moi j'irais vers autre chose, mais après chacun son goût. Hein. Non mais quand on parle de voiture. Oui, non, mais voilà. je suis bien d'accord. Non, mais, oui, on est d'accord. Moi, c'est une vieille Jaguar de 1940 qui me fait rêver. Ah oui. Il n'y en a pratiquement plus. D'accord, XK 140. Ouais, non, elle est vraiment bien. Alors c'est après-guerre, hein, oui, c'est ça. les XK. Hein. Oui, non, mais 140, c'est la fin des années 50. XK 140, voilà, c'est de 1900, je ne sais plus combien. Ouais, on va dire 58, 59. C'est vous qui vous y connaissez. Voilà. C'est vous le pro dans l'histoire. Ouais. Hein. Moi, je suis que celle qui c'est la abuse. lignée des XK 120. Le nom vient en fait de la vitesse maxi de la voiture. Elle faisait donc jusqu'à 140 km/h. C'était les moteurs XK et la première c'était 120 miles à l'heure. Ah, voilà, c'est 200 km/h. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc et ensuite, 140, XK 140, c'était 140 miles à l'heure. Oh, j'adore. Voilà. Donc elle va plus vite. Ouais. Bon, super. Des voitures qui, à l'époque, Jaguar, voilà, on fait le petit côté historique, qui a gagné 5 fois les 24 heures du Mans avec ce fameux moteur. Enfin, un moteur. Le moteur de la voiture de série était dérivé du moteur de compétition qui avait gagné. C'est ce qui fait que ces voitures étaient, ont fait rêver beaucoup de gens et étaient très performantes à l'époque. Les plus performantes. Même. Notre Père Noël à nous, hein, c'est vraiment Monsieur Voiture. Alors, pour tous ceux qui écoutent l'émission depuis le début de notre aventure, maintenant l'équipe de Sud Radio surnomme Jean-Luc Moreau le garagiste. Voilà, je balance aujourd'hui. Puisqu'on parlait de Roule tout à l'heure, qui est notre partenaire, on va avoir un autre rendez-vous parce qu'il y avait un grand Awards de l'automobile et on va rencontrer ceux qui ont gagné le Awards Roule, qui amène et qui améliore particulièrement la vie des personnes touchées par le handicap. Mais on ne parlera pas que de ça. On va aussi, bien sûr, débuter notre émission avec vous au 0800 26 300 300. Vous n'hésitez pas, même aujourd'hui, nous sommes avec vous en direct, à nous appeler pour poser vos questions. Et puis on va surtout, évidemment, aussi commencer par la conduite en état d'ivresse. Ça y est, on attaque la période de fête. Ça risque de concerner malheureusement pas mal de monde. Et on verra que, même si on sait qu'il ne faut pas conduire en ayant bu, des gens vont le faire. Et ils méconnaissent surtout les règles et les sanctions. Et les règles sont pas les mêmes pour tout le monde. Si vous avez un permis probatoire, c'est pas la même chose. Si vous êtes en conduite accompagnée, c'est pas la même chose. On va décrire ça dans quelques instants. Voilà. On commence maintenant avec ça. Si vous êtes en récidive comme vous, c'est pas la même chose. Jamais. Je me suis jamais fait gauler. Remarquez, avec un bonnet comme ça, je suis sûr qu'il vous arrête pas. Allez, c'est parti. On parle auto avec vous jusqu'à 13h. Bonjour à tous ceux qui sont déjà sur la page Facebook de Sud Radio. Vous pouvez partager avec nous cette émission, nous donner un petit peu votre avis. Et puis comme ça, on partage ce moment ensemble. Nous sommes le 24 décembre. On vous souhaite déjà un joyeux Noël, un très beau week-end et des bonnes vacances pour ceux qui peuvent en profiter. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Ah, je l'adore ce chapeau. Petite dédicace à ma maman qui est arrivée pour les fêtes et qui m'a déjà offert ce chapeau. Alors, normalement, on le met un peu plus, mais moi, c'est mon casque qui gêne un peu là. Allez, on va accueillir tout de suite notre premier invité. Il s'agit de Maître Rémi Jossaume, avocat au barreau de Paris et président de l'Automobile Club des avocats. Bonjour Maître. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Rémi. Bon Laurence, ça y est, déjà en état d'ébriété avant même d'avoir bu. Est-ce que c'est possible? Magnifique Laurence, le chapeau extraordinaire. Puis il y a un truc qui bouge en haut là. C'est le pompon. C'est le pompon en fait. Hein, bon. Le pompon qui bouge avec la musique. D'où l'expression, c'est le pompon en fait. Pompon, Non, mais ça c'est voilà. Je pense que vous avez un dossier sur moi pour l'année 2023, ça c'est fait. Mais c'est Noël. Bon Rémi, on va un petit peu moins rigoler parce que là c'est sérieux. Il y a pas mal de gens qui risquent de prendre la route une fois le réveillon terminé en ayant un petit peu bu. On va rappeler les règles en la matière qui sont pas les mêmes pour tout le monde, hein, parce que ça dépend
dépend si vous êtes en apprentissage, si vous êtes en permis probatoire, si vous avez un permis classique, ça c'est pas les mêmes règles. Ça serait peut-être bien, on prend chaque cas, tiens, on commence par les plus jeunes en apprentissage. Ouais, Jean-Luc. Alors les plus jeunes, oui, effectivement, eux, c'est tolérance zéro, j'allais dire, puisque le code de la route prévoit un taux d'alcoolémie maximal de 0,10 mg par litre d'air expiré. En d'autres termes, c'est même pas un verre, hein, donc c'est vraiment. C'est même pas un verre. Ouais. 0,2 grammes par litre de sang, c'est ça? Voilà, exactement. On multiplie par 2 pour avoir l'équivalent en sang. Donc, effectivement, c'est quasiment zéro alcool puisque comme le corps va naturellement générer de l'alcool, j'allais dire, dans l'organisme. Donc, associé à un verre d'alcool, on est quasiment au taux légal. Donc, pour les jeunes permis, c'est zéro alcool. Voilà, la règle, au moins, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de risque. On ne consomme évidemment aucun verre d'alcool à Noël et comme tous les autres jours. Bon. Surtout si on prend le volant derrière, sinon. Oui, c'est ça. Évidemment. Si on prend pas le volant, évidemment, on fait ce qu'on veut. La sanction dans le cas où on aurait, alors c'est entre 0,2 grammes et 0,8, c'est ça? Donc là, c'est pas encore un délit. En fait, il faut calculer en termes de seuil d'infraction. Donc 0,10 mg par litre d'air expiré pour les permis probatoires. Pour tous les autres, c'est 0,25 mg par litre d'air expiré. Et dans les deux cas, nous sommes en situation contraventionnelle. Ça veut dire que on a une amende de 90 €, on perd 6 points sur le permis de conduire. Ah, ça fait mal, 6 points quand même. Oui, la moitié du permis. Donc, non, mais la moitié du permis, celui qui a un permis probatoire, il perd 6 points, il perd son permis, on est d'accord. Pour le probatoire, il peut évidemment, du fait de cette seule infraction, perdre tout de suite son permis de conduire. Et donc, du coup, de devoir le repasser pour... Exactement, de le repasser au bout de 6 mois, repasser le code et la conduite. Bon. Voilà. Et donc ça coûte... Donc ça coûte cher, oui. L'infraction, effectivement... donc on va rappeler, pour que tout le monde comprenne bien, Rémi, je suis en permis probatoire, c'est-à-dire je viens d'avoir mon permis, je bois un verre d'alcool, je me fais arrêter, je perds mon permis. Voilà, on peut perdre son permis, exactement. Oui, alors, je peux me permettre, je suis d'accord avec vous, hein, on va faire sécurité, oui, il faut essayer de faire prudence, simple. Voilà. Mais sauf qu'un verre d'alcool, après, c'est toute une histoire ça dépend de la taille, de ce qu'on a mangé. Ça dépend de la physiologie de la personne. Non, mais vous avez raison, on vient d'avoir son permis, si on veut boire ce soir, si on veut boire le 31, on ne conduit pas. Exactement. Et voilà. Non mais voilà, c'est ça Laurence, il faut le dire, jeune permis, on ne boit pas un verre d'alcool. À Noël, comme tous les autres jours, on ne boit pas parce que, bon, évidemment, on sait bien qu'un verre d'alcool, on n'est pas ivre au volant, évidemment, mais... Le risque, c'est immédiatement la perte du permis de conduire. Donc, c'est dommage d'anéantir tous ces efforts pour un verre d'alcool. Et puis, on rajoute, excuse-moi, mon ami Jean-Luc, on revient, c'est 10% par heure. Hein. On redescend sans boire. Ça dépend aussi de est-ce qu'on a mangé, est-ce qu'on est fatigué. Et en gros, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on fait 135 kilos ou 40 kilos. Exactement. Si on est un homme ou si on est une femme, on n'est pas tous égaux devant l'absorption de l'alcool, on va dire. Rémi, l'état d'ébriété manifeste. Parce que là, quand je vois Laurence, je me dis, elle a peut-être pas bu ce matin, mais elle me semble dans un état d'ébriété manifeste. Mais c'est Noël, non, un état de gaieté et de joie manifeste, car c'est Noël, monsieur. Ouais. Alors, avant de répondre à la question, Jean-Luc, juste pour donc rappeler enfin aux auditeurs, c'est 0,40 mg, donc au-dessus de ce seuil, à partir de ce seuil-là, on est en délit, d'accord? Donc là, on bascule non plus en contravention, on est en délit, et là, les peines sont beaucoup plus importantes, hein, puisque on a toujours 6 points sur le permis de conduire, mais 4 500 € d'amende, 2 ans de suspension de permis sans permis blanc, et quand on est en récidive, c'est-à-dire qu'on a été déjà condamné dans les 5 ans, c'est annulation automatique du permis et confiscation du véhicule. Donc les peines sont extrêmement sévères, et c'est normal. Bon. Et en cas de récidive, c'est encore pire. Voilà. Oui, c'est ça. Annulation du permis de plein droit et confiscation du véhicule. Bon, et peine de prison éventuelle, hein, s'il y a d'autres faits. Pour répondre à votre question, l'état d'ivresse manifeste. Alors, l'état d'ivresse manifeste, j'allais dire, c'est l'autre infraction qui est déconnecté de tout chiffre. C'est-à-dire que le policier, le gendarme, va caractériser une situation qui lui permet de penser que vous avez consommé de l'alcool et que vous en avez trop consommé. C'est notamment le cas quand la personne refuse de souffler dans l'appareil de contrôle. On ne peut pas le contraindre. C'est une infraction, mais on ne peut pas le contraindre à le faire. Ou alors qu'il n'est pas en état de le faire. Bon, ben là, le gendarme, le policier va dresser un comportement qui lui permet de considérer que la personne donc est alcoolisée, et c'est une infraction autonome, hein, on appelle ça la conduite en état d'ivresse manifeste.
Et ça a les mêmes sanctions, les mêmes peines que le délit. C'est un délit également. Ah, c'est un délit aussi, peine. D'accord. Alors, comment on va le caractériser ? On va le caractériser parce que d'abord, la personne va sentir l'alcool. Bon, a priori, on présume qu'il a consommé de l'alcool. Ensuite, on va dire, par exemple, qu'il titube, qu'il a une élocution bégayante, qu'il ne tient pas la marche normale, qu'il est euphorique, etc., etc. Et c'est le juge qui, à l'étude de tous ces éléments, va dire si oui ou non la personne est en état d'ivresse manifeste. Ça veut donc dire que même si la personne est dans le seuil légal que j'ai précité tout à l'heure, on peut caractériser un délit parce que il tient vraiment pas l'alcool et inverse suffit à le rendre totalement ivre. Voilà. Est-ce que, parce que je me suis jamais fait arrêter, si une fois dans toute ma vie pour souffler dans le ballon, c'était même à 8h du matin à la sortie de l'autoroute. Donc franchement, je trouvais ça bizarre et les gendarmes m'ont dit, mais vous savez, il y a déjà des gens qui sont ivres ou encore ivres de la veille au soir à 8h du matin. Mais je sais qu'aux États-Unis, en revanche, j'ai beaucoup roulé là-bas, et là, à chaque fois qu'on se fait arrêter, la police vous demande de vous mettre sur un pied, de toucher votre nez avec votre doigt, de marcher sur une ligne droite, tout ça pour voir si effectivement vous êtes en état d'ivresse manifeste. C'est quelque chose qui est fait en France ou pas ? Alors, comment ils définissent l'état d'ivresse manifeste ? Pas du tout par les policiers ou les gendarmes. Eux, c'est vraiment un comportement qu'ils vont caractériser avec les critères que j'ai dit tout à l'heure. Par contre, si vous êtes amené à l'hôpital, notamment parce que vous êtes placé en garde à vue, eh bien le médecin, lui, va remplir une autre fiche de comportement et il vous fait faire des tests, notamment un demi-tour les yeux fermés sur une jambe, etc. Et lui va caractériser ou pas aussi l'ivresse. Et parfois, dans les dossiers, on a des contradictions entre ce que les policiers ont constaté et ce que le médecin a constaté. Voilà. C'est pour ça que c'est une notion qui est un peu floue, parfois même très injuste, faut le dire honnêtement. Il y a des juges qui considèrent qu'à partir du moment où vous avez bu de l'alcool, vous êtes forcément ivre. Eh ben c'est pas vrai. Bon. Et puis inversement, il y a des fois où il y a des critères qui semblent assez objectifs, et puis c'est laissé à la libre discussion des parties. Est-ce qu'il y a des marges de tolérance, comme sur la vitesse des radars, par exemple ? Oui, alors ça y est, enfin, et c'est normal que la Cour de cassation ait appliqué la marge d'erreur, parce qu'avant, elle laissait le juge choisir librement. Alors, selon que vous étiez jugé dans tel tribunal ou dans tel autre, eh bien, vous aviez une application et pas dans l'autre. Bon, ce qui était relativement injuste. Donc, on a des marges d'erreur, c'est pas des marges de tolérance, ce sont des marges d'erreur, parce que l'appareil de contrôle, lui-même, dit qu'il peut se tromper, donc à hauteur de 8% quand vous êtes sur un seuil supérieur à 0,40 mg par litre d'air expiré, c'est-à-dire pour les délits. Donc en gros, l'infraction, elle se caractérise à partir de 0,43, puisque maintenant les policiers et gendarmes font l'application automatique de la marge d'erreur. Et pour les contraventions, c'est non pas un pourcentage, mais c'est l'application d'une soustraction, c'est 0,032. Donc on enlève au chiffre trouvé pour les contraventions 0,032. Donc, prenons un exemple précis, Jean-Luc. Ce soir, vous allez souffler dans l'appareil de contrôle. Le policier constate 0,28. Vous avez bu 2 verres et demi, vous êtes tout juste. Eh bien, en réalité, il n'y a pas d'infraction. Voilà, vous êtes en dessous du seuil. Ce qui est important quand même de préciser, c'est qu'au-delà, effectivement, et c'est normal qu'on parle de tout ce qui peut nous arriver si on se fait arrêter, c'est vraiment que l'alcool au volant, quand on dépasse la dose dont vous nous avez parlé, cognitivement, ça change beaucoup de choses. Et qu'au-delà d'avoir un accident pour soi-même, on peut surtout gravement blesser ou tuer d'autres personnes. Il y a un moment, il faut être un peu raisonnable et prendre soin les uns des autres. Non, mais après, en plus, c'est le mélange. C'est alcool, éventuellement plus drogue, plus téléphone au volant. Alors après, il y a ça, mais l'alcool tout seul. Il y a des, tu sais, dans certaines auto-écoles ou certains endroits, on peut faire des tests avec des appareils particuliers, des lunettes 3D, qui vous donnent un peu la sensibilité. N'hésitez pas à en faire de temps en temps pour bien comprendre ce que ça peut faire. En même temps, Rémi l'expliquait, on n'est pas égaux devant l'alcool. Il y a des gens qui se sont fait arrêter avec 3 grammes dans le sang, qui normalement devraient être morts, voilà, et qui arrivaient à conduire. Mais on rappelle quand même que c'est la première cause de mortalité chez les 18-25 ans. Et Laurence, un dernier point qui peut aussi sensibiliser les gens qui ont du mal à comprendre le mécanisme, c'est que si on a un accident et que même tout seul, qu'on se retrouve dans le fossé avec une belle voiture, votre assureur vous indemnisera pas. Voilà, il indemnise pas votre voiture, il indemnise pas votre préjudice corporel. Donc vous perdez aussi, quand c'est un accident tout seul, on se dit par chance j'ai blessé personne, heureusement, mais il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que votre assureur ne couvre pas vos propres dommages, matériels comme corporels, donc ça peut coûter très cher, même pour une simple contravention d'alcoolémie. Donc soyez très vigilants.
Eh bien, merci Rémi pour Ouais. toutes ces bonnes Et joyeux Noël, hein, en fait. Hein. Allez, Ouais. bonne fête. Et au soyez lieu- prudents. Et au lieu de se faire avoir pour 4 500 € d'amende, hein, sur certains cas, autant s'acheter une Romanée Conti ou un joli cheval blanc. Oui, oui, ou se voilà, faire qu'on plaisir boira avec modération. en rentrant évidemment. à la maison. Mais voilà, mais buvez bien, c'est comme pour la viande, comme pour les boulangers, défendez ces métiers-là, boucherie, boulanger, il vaut mieux acheter moins, mais bon, et se faire plaisir. On vous embrasse Rémi, joyeux Noël. Ouais, je vous embrasse. Joyeux Allez, Noël. bonne fête. Soyez prudents Salut, tout le monde. maître. À Au bientôt. revoir. Allez, dans quelques instants, vous avez la parole. 0826 300 300. On vous attend. Toutes vos questions sont attendues au standard de Sud Radio et venez en profiter pour nous souhaiter un joyeux Noël. Et puis restez avec nous jusqu'à 13h. Hein. Je vous rappelle qu'on a toujours le joli cadeau de Noël de Sud Radio qui va tomber à un moment ou un autre. Jingle bells. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous sommes avec vous pour évidemment cette journée du 24 décembre. Très très heureux de proposer et de participer, tout du moins d'être avec vous et de partager cette journée d'avant réveillon. On vous souhaite d'ailleurs à tous un très très beau Noël. Allez, tout de suite, c'est votre numéro de téléphone, c'est notre numéro de téléphone, hein, 0826 300 300 pour nous appeler et poser toutes vos questions, entre autres à notre garagiste expert voiture, l'ami Jean-Luc Moreau. Salut Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci Alors d'être c'est avec Noël, mais nous. c'est Pascal. On va manger de l'agneau ce soir. Allez, comment ça va Pascal? Très bien, et vous? Oui, très, Vous très êtes dans bien. quelle région? Sur la Vendée, La Roche-sur-Yon. Génial. Vous allez pouvoir aller vous j'adore. baigner parce qu'il fait, C'est a doux. priori, il fait doux. Est-ce que ouais. vous faites le bain de Noël, vous, ou pas? Non, mais pourquoi pas? Ouais, parce qu'il y en a qui le font. Hein. Alors, on vous écoute. Avec une combi. Ah oui, en fait, j'appelle pour la voiture de mon beau-père, en fait. C'est un C-Max 1,6 litre TDCi FAP, 95 chevaux, diesel, de juin 2011. Et D'accord. voilà, et en fait, il vient de faire changer la crémaillère. Après démontage par le garagiste, il lui a indiqué que s'il pouvait la réparer, il le ferait, mais apparemment, elle était hors service. Et il en a eu quand même pour 1 400 €. Et c'est un véhicule qui a que 123 000 km. Donc je m'étonnais que cette pièce-là soit hors d'usage à ce kilométrage-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'accord. Pendre la crémaillère un jour de Noël, c'est vrai que c'est mal. original. Non, alors c'est pas une panne qui est fréquente sur ces modèles-là. Cela dit, vous savez, une crémaillère. Alors normalement, la durée de vie d'une crémaillère, on va dire, elle est 300 000 km, mais il y a différentes qualités de crémaillère sur les voitures. Il y en a qui peuvent être un peu plus fragiles. Si vous prenez beaucoup de routes avec des nids de poules ou que vous tapez des trottoirs, ça peut endommager la crémaillère assez rapidement. Donc elle peut prendre du jeu. C'est peut-être ça qui s'est passé. Après, le prix, il s'explique parce que le changement d'une crémaillère, alors c'est pas hors de prix une crémaillère chez Ford, il y a d'autres marques où c'est beaucoup plus cher. Par contre, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Donc il y a du temps de main-d'œuvre. Ouais. J'imagine que quand vous me demandiez si c'était normal ou pas, vous vouliez parler de ce qu'on appelle la garantie légale des vis cachés. Donc est-ce que c'est un vis caché ou pas? Alors, comme je vous l'ai dit, a priori, c'est pas une panne fréquente sur ces modèles-là. Bon, il y en a sans doute qui ont été obligés de la changer. Et surtout, il y a deux choses. C'est que la garantie légale des vis cachés, au-delà de 5 ans, elle est pratiquement inapplicable. Donc la voiture de votre beau-père de 2011, ça, c'est un petit peu limite. Ensuite, après, il faut pour que en admettant que ça puisse être pris en charge, il faut que votre voiture ait toujours été entretenue scrupuleusement, c'est-à-dire en temps et en kilométrage. Donc il y a beaucoup de gens qui, sur des véhicules qui ont plus de 10 ans, en général font pas la vidange tous les ans ou tous les 2 ans, je sais pas quelle est la préconisation sur ce véhicule-là, et qui souvent dépassent un peu les kilométrages auxquels il était prévu de faire une vidange. Enfin, je dis vidange, mais ça peut être le reste de l'entretien. Donc l'entretien rigoureux, c'est vraiment les obligations pour pouvoir bénéficier de cette garantie légale des vis cachés, c'est ça. Hein, c'est 5 ans, entretien rigoureux, et c'est rarement pris en compte au-delà de 100 000 km. Donc ça veut dire que dans les 3 cas, là, je pense, sauf si l'entretien a vraiment été rigoureux, mais à mon avis, dans les 3 cas, vous êtes hors sol. Donc ça sera pas facile. Ce que, en revanche, vous auriez dû faire, mais si la réparation était faite, c'est un peu tard, c'est demander une crémaillère d'occasion. Parce qu'on peut monter une crémaillère d'occasion aujourd'hui. Avec les pièces de réemploi, c'est facile de trouver sur des véhicules courants comme celui-là, c'est facile de trouver une crémaillère de direction. Ça va vous coûter 3 fois moins cher qu'une pièce neuve. Donc là, on fait des vraies économies. Et là, il peut la demander en plus à son garagiste. Oui, mais là, ça y est, la réparation est faite. C'est ce que j'ai compris, Pascal.
Oui, Oui, c'est bien le cas. si la réparation est faite, donc vous n'allez pas revenir en arrière pour mettre une pièce d'occasion. Et puis, monter au créneau chez Ford pour essayer d'obtenir une participation aux frais. Je vous dis, la voiture, elle est trop en dehors des critères pour bénéficier de cette garantie légale des vis cachés. Bon. D'accord. Voilà, je suis désolé. Pardon ? Est-ce que l'entretien rigoureux aurait dû être effectué exclusivement chez Ford? Non, justement, la loi a précisé que l'entretien, il doit être effectué. Alors, dans des garages, si c'est vous qui le faites vous-même, ça marche pas. Il faut que vous ayez une facture. Aujourd'hui, les centres auto, etc., ont l'agrément des constructeurs pour faire ces révisions. Donc, c'est pas forcément chez le concessionnaire, mais ça doit être fait en temps et en heure pareil. Bon, Pascal. Ok. Bah écoutez, je vous remercie. Désolé. C'est riche d'enseignements. Désolé, mais pensez. Je dis pas que pour vous, mais pour tous ceux qui écoutent. Tous ceux qui écoutent, pensez aux pièces de réemploi aujourd'hui. Insistez d'ailleurs. Insistez. Vous êtes en droit de dire à votre garagiste, je veux une pièce de réemploi. Non, vous pouvez lui demander 2 devis. Un avec les pièces neuves, un avec les pièces de réemploi. Il est obligé de vous faire les 2 devis. Et vous allez voir la différence. Et dans des cas comme ça, vous auriez économisé sans doute moitié par rapport au prix. Alors, le jour de Noël, le jour de réveillon, en tout cas, ça nous aurait fait du bien. C'est un beau cadeau. Ouais, c'est clair. Bon, Pascal, on vous embrasse fort. Merci. Joyeux Noël quand même. Vous avez prévu de faire quoi? À vous aussi. Est-ce que vous avez en famille. En famille. C'est vous qui recevez? Non, on va chez la famille. Ah, vous savez pas ce que vous mangez? Si. On s'est organisé. Alors ça va être plat portugais en fait. Ah, super. Et qu'est-ce qu'on fait au Portugal en classique de Noël? Ah bah là, ça va être une spécialité avec avec la bacala, comme on dit. La morue, ouais. Voilà. Ils font des belles préparations et c'est ce qu'on. C'est top. Bah, régalez-vous bien et surtout régalez-vous des gens que vous aimez parce que c'est ça Noël surtout. On vous embrasse fort. Oui, c'est vrai. Oui. Prenez soin de vous tous. Merci Pascal. Au revoir. Et un bisou à votre dame qui était juste à côté que j'ai entendu. Nananaire. Allez, dans quelques instants, on va de nouveau vous donner la parole au 0826 300 300. Vous pouvez appeler dès maintenant. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Et puis juste avant, on va essayer une bonne voiture diesel. Et ça, c'est cool. C'est l'essai de la semaine. Boum. Motors, agissez pour la planète en roulant au super-éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on va prendre le volant dans quelques instants. Un volant d'ailleurs que vous allez retrouver en image complète sur la page YouTube de Sud Radio que l'on vous propose et que l'on vous conseille d'ailleurs pour vous abonner. Et je vous rappelle que nous sommes avec vous en direct pour cette émission spéciale Réveillon, qu'il va y avoir un super beau cadeau avant la fin de l'émission. Et ça, c'est un beau cadeau déjà. Vous nous offrez, l'ami Jean-Luc Moreau, l'essai d'une Mercedes diesel. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de diesel. Moi, j'adore. Non, mais Mercedes je suis fan, GLC 220D. Voilà. C'est la plus grosse vente de la marque, le GLC, dans le monde. Ouais. 2,6 millions d'exemplaires. Ça explique pourquoi cette nouvelle génération, qui a pourtant aucune pièce en commun avec l'ancienne, ressemble beaucoup à l'ancienne. En fait, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, c'est une modification dans la continuité. Pourtant, le châssis, la carrosserie, l'habitacle et les motorisations sont nouveaux. Évolution en douceur, une nouvelle calandre, nouvelles optiques. Et puis sur notre finition, on avait une finition AMG Line, un bouclier spécifique, des jantes spécifiques qui sont des jantes de 20 pouces sur notre modèle. C'est une option qui est proposée sur ce véhicule-là. On peut même aller jusqu'à 21 pouces. Et puis ce nouveau GLC, il est plus bas de 6 cm que l'ancien. Et il est plus bas et il est plus long de 6 cm que l'ancien. Il fait 4,74 m de long. Il est aussi plus aérodynamique avec un CX de 0,29. C'est plutôt bon pour un SUV. Alors on voit toutes les images, les extraits de la vidéo grâce à Bastien sur la page Facebook. Et on voit qu'il faisait très beau en Espagne. Il faisait un temps pourri. Qu'est-ce qu'il a plu ? Alors notre version 220D, ça veut dire que sous le capot il y a un moteur diesel. C'est 3/4 des ventes du GLC, les moteurs diesel. Alors c'est un 4 cylindres 2 litres, 197 chevaux, 440 Nm de couple, et il a quand même une hybridation légère à 48 volts, ce qui permet un boost de 23 chevaux et 200 Nm de façon temporaire. La longueur profite évidemment, la longueur plus généreuse profite au volume du coffre qui fait désormais 520 litres, et puis l'espace aux places arrière est également un peu plus généreux. L'ensemble de l'habitacle est d'ailleurs traité avec beaucoup de raffinement. La qualité des matériaux est remarquable. Un Mercedes était un petit peu dans le creux de la vague il y a une dizaine d'années, et maintenant ils sont revenus au top. Je trouve par exemple que c'est mieux qu'Audi
Audi qui a été la référence pendant longtemps. La planche de bord, est presque intégralement reprise de la classe C. On y trouve des aérateurs turbines. Moi, j'aime beaucoup le dessin. En plus, c'est pratique à utiliser. Je comprends pas pourquoi tout le monde copie pas sur ça. L'écran central est mieux intégré que sur l'ancienne génération. Il fait 11,9 pouces. Et puis, face au conducteur, on a aussi un écran de 12 pouces. On peut modifier l'affichage. Alors, on va attendre les images pour ceux qui nous regardent sur la page Facebook. En même temps, l'écran central. Tac, le voilà, l'écran central. On peut modifier l'affichage. On a soit sportif, ou classique, ou encore la carte routière plein écran, ou encore un affichage minimaliste si on décide de dormir au volant pour pas être réveillé. Non, je plaisante évidemment. Et pour ceux qui n'ont pas la page Facebook, rendez-vous sur la page YouTube. Et puis on a toujours l'assistant vocal et Mercedes, vous savez, ma copine qui est super efficace, avec qui je peux discuter, je me sens moins seul pendant les essais. Et puis sous l'écran central, il y a aussi quelques touches tactiles pour paramétrer la voiture ou régler le style de conduite. Il faut s'habituer à ces touches tactiles qui sont aussi sur le volant. Il suffit de les effleurer pour activer les commandes. C'est parfois accidentel. Les phares matriciels transforment la nuit en plein jour. Ça, c'est génial. Et puis, l'habitacle est éclairé aussi par des LED. Vous avez 64 coloris disponibles, alors qui peuvent changer automatiquement ou qu'on peut sélectionner soi-même. Et puis, avec la finition AMG Line, donc je vous ai dit tout à l'heure des roues optionnelles de 20 pouces, je redoutais un confort plutôt ferme. C'est presque le contraire. Si vous mettez la suspension sur la position confort, c'est Pullman. Pourquoi ? Parce que mon modèle d'essai a une option qui s'appelle le pack dynamique qu'il faut prendre absolument, qui inclut une suspension pneumatique et puis même 4 roues directrices. En plus des 4 roues motrices. Voilà. En position sport, alors là j'ai testé, je me suis fait quelques ralentisseurs en position sport ou en position confort. La différence, elle est vraiment sensible parce que parfois c'est très ténu la différence entre une position sport et confort. Là c'est vraiment marqué. En position sport, malgré les 2 tonnes de l'engin, le GLC ne prend pas de roulis et se montre même plutôt dynamique avec les 4 roues motrices. Même sur le mouillé, on peut adopter un rythme. Alors même sur le mouillé, ça tombait bien parce que qu'est-ce qu'il a plu ? On peut adopter un rythme très élevé en toute sécurité. Et puis le système hybride procure un supplément de couple et rend la voiture assez tonique dans les accélérations et les reprises. On peut même faire du tout-terrain. En plus, quand vous avez la suspension pneumatique, on peut remonter la voiture et vous avez une option rigolote, c'est le capot transparent. Vous allez me dire, c'est quoi le capot transparent ? En fait, l'électronique filme la route avant et vous, là, et projette l'image de ce qu'il y a sous la voiture. Donc vous savez où vous mettez vos roues en tout terrain. Mais c'est sur l'autoroute que le GLC est le plus surprenant. Déjà à 110 km/h, le diesel 220D, il n'est pas plus bruyant qu'une voiture électrique. C'est même moins bruyant que beaucoup de voitures électriques que j'ai essayées. Grâce à son aérodynamique soignée et puis à sa boîte de vitesse automatique à 9 rapports, à 120 km/h, le moteur tourne à 1500 tours et affiche une conso moyenne sur l'autoroute. J'étais à 120, c'est en Espagne, de 5,8 litres au 100. Sur route, c'est plus, bizarre, mais c'est 6,7. En ville, c'est 8 litres. Donc, on comprendra bien que le diesel, c'est fait pour les longs trajets et pas pour faire de la ville. Après... C'est là que ça coince. Le prix. Parce que c'est Mercedes. GLC, j'ai trouvé au Père Noël, l'acronyme de GMC, moi. C'est gros, lourd et cher. C'est clair. Alors, la finition AMG, elle démarre à 65 000. Alors déjà, ça pique un peu. Je vais rester mais quand on rajoute les options qu'avait mon modèle d'essai, on dépasse vous êtes assise, 86 000 euros. Alors, même si le Père Noël est généreux, c'est vrai que c'est cher, mais ça se vendra. Pourquoi ? Parce que c'est principalement les entreprises qui achètent ce genre de véhicules. Et puis c'est de la super bagnole. On va pas. Et voilà, l'ancien était bien. L'ancien était bien. Celui-là, il est mieux partout. C'est de la super belle voiture. Moi, j'ai hésité à un moment, quand j'ai changé de voiture il y a 2 ans. J'ai hésité. C'est une très belle voiture. C'est le prix qui m'a calmé. Voilà. Donc toute la vidéo, je vous rappelle, vous la retrouvez sur la page YouTube de Sud Radio. Vous avez pu en voir d'ailleurs quelques extraits sur la page de Sud Radio Facebook. On vous a vu, volant. Vous êtes beau, vous êtes serein, vous êtes tranquille. Quant à nous, on va continuer. Tiens, un petit coup de musique. Il est où mon petit truc ? Il est là. Allez, hop là, c'est reparti. Joyeux Noël. Dans quelques instants, nous vous accueillons pour vos questions au 0826 300 300. Et bravo à tous ceux et merci qui sont sur la page Facebook. On vous embrasse très très fort. Restez avec nous. Il y a pas mal de questions qui arrivent aussi sur Facebook, l'ami Jean-Luc. Allez, nos prochaines questions. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr.
Et puis nous aurons aussi le bonheur de recevoir le Awards de Roule. Vous savez qu'on va parler d'un gyrolift, des créations françaises, on vous en parlera plus, mais le créateur, l'un des créateurs, le fondateur de la société, est avec nous et nous parlera comment cet instrument magnifique, cet outil exceptionnel, ce fauteuil roulant électrique innovant et levant peut amener une véritable solution de mobilité. Bref, tout de suite on accueille notre Jean-Pierre qui a fait le 0826 300 300. Salut Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour messieurs, mesdames, les garagistes. Comment ça va? Vous appelez d'où Jean-Pierre? J'appelle du 93. D'accord, dans la région parisienne. Vous n'êtes pas loin, vous auriez même pu passer nous voir. Ouais, où on écoute Sud Radio. Laurence, est-ce qu'on ferait pas ça l'année prochaine, inviter de temps en temps mais oui, des auditeurs, des auditeurs passionnés qui auraient besoin, qui auraient envie de venir voir comment on ne travaille pas dans ce studio? C'est noté. Oui, je suis passionné, j'ai envie, effectivement. Alors, voilà ce qu'on va faire. Jean-Pierre et tous ceux qui écoutent Sud Radio et On Parle Auto, vous nous envoyez un mail dès maintenant. On va pas vous répondre dans la semaine, hein. Mais envoyez-nous un mail dès maintenant en mettant On Parle Auto dans le corps, dans l'objet, vos coordonnées en disant j'aimerais venir participer à une émission avec vous en direct. Et vous envoyez tout ça par mail à jeparticipe@sudradio.fr. Allez, tous ceux qui ont entendu, ce sera notre petit cadeau de Noël en plus, c'est de partager avec vous, car il n'y a que le partage. On vous écoute, Jean-Pierre? Alors, bon, mon problème, ça concerne une Xara VTS 2 litres 16 soupapes, équipée donc d'un moteur Peugeot, qui est issu du 306 GTI. Donc c'est une voiture ancienne maintenant, elle rentre dans les catégories C'était un super moteur. Ça sera sans doute un modèle de collection, je dis ça. Ouais. Alors peut-être, la Xara peut-être un peu moins, mais le moteur il était sur la 306 S16 et on en parlait il y a pas longtemps quand on parlait des Youngtimer. Aujourd'hui, une 205 GTI, ça devient inaccessible entre guillemets, mais c'est vrai que les prix ont beaucoup augmenté. Une 306 S16 avec cet excellent moteur 16 soupapes qui fait quand même 167 chevaux, donc c'est pas rien. Oui, ça se trouve pour 7-8 000 € en bon état. Donc là, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Oui. J'espère que la mienne sera une bonne affaire. Mais enfin, bon, je compte la conserver et en faire profiter l'un de mes petits-fils qui est aussi amateur de belle mécanique. Donc, c'est une année modèle 2002 que j'ai achetée en 2003. Elle totalise à ce jour 95 000 km. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Non. J'ai utilisé d'autres véhicules. J'ai roulé notamment en moto aussi. J'étais concessionnaire de roues dans Paris, donc j'avais des véhicules utilitaires aussi. Concessionnaire quelle marque? Vous pouvez le dire. Allez. Alors en fait c'était MB Car, mais depuis longtemps c'est des petites cylindrées. C'était Motobécane au départ. Oui. J'étais ingénieur chez eux. Je me suis mis à... Oui, mais j'ai beaucoup de choses à raconter. C'est pour ça, si un jour vous m'invitez... Ah oui, ce sera avec plaisir. Ah mais venez, vous êtes Ma invité. première frayeur à moto, c'était sur une Motobécane 125 d'ailleurs. Parce que le sélecteur était de l'autre côté. Oui, tout à fait. Voilà. J'ai travaillé sur la 125 Motobécane en tant que créateur des équipements électriques. Ouais, alors pourquoi vous aviez mis le sélecteur à droite au lieu d'être à gauche? Alors ça, c'est pour moi, c'est un ingénieur. Je connaissais l'ingénieur, on le surnommait Nénès d'ailleurs. C'était Monsieur Drucker, Ernst Drucker. C'est un ingénieur d'origine germanique, donc boîte de vitesse, commande à droite et verrouillage interne. Ah oui, alors que toutes les autres motos c'était à gauche. Ouais, bon, exactement. Voilà. Donc on va revenir éventuellement à votre question. Alors depuis quelques mois, j'avais constaté que ce ralenti devenait de plus en plus instable. C'était le seul défaut d'ailleurs. Avec le fameux voyant moteur, là, personne ne sait exactement à quoi il sert, mais bon, il s'allume de temps en temps, il s'éteignait. Bon, je refaisais le plein, il s'éteignait, il se rallumait. Bon, mais sinon il n'y avait pas de gros problèmes. Donc, il y a quand même un moment où il est arrivé que le ralenti, il montait, au lieu d'être à 800 tours, il montait à 1400, 1500 tours, il rebaissait à 600, des fois il calait, je savais plus conduire. Là. Donc, j'ai consulté quelques spécialistes, dont un qui habite près de chez moi. Donc, en fait, on a changé 4 bougies, on a changé, je crois, une bobine de tension. Ce sont des bobines de tension indépendantes. Donc, on a nettoyé aussi, mais sans déposer le boîtier de papillon. Donc, on a trouvé que le défaut a diminué, mais il n'avait pas disparu. Alors,
comme je suis dans le 93 et mon domicile n'est pas bien loin du vous êtes allé à l'aventure Peugeot Citroën à Aulnay. L'aventure Peugeot Citroën à Aulnay, voilà. Moi j'ai récupéré ma 504 il y a 15 jours, justement, qui était à l'aventure. Cool. D'ailleurs, je l'ai peut-être vu. Vous l'avez vu, une 504 cabriolet rouge. On rappelle ceux qui c'est bien possible. Un petit mot rapidement pour tous ceux qui ne connaissent pas l'aventure Peugeot. Il faut toujours penser à ceux qui arrivent sur l'émission et qui se comprennent. Alors à la fois c'est la gestion des musées Peugeot, Citroën, etc. Mais si vous avez une Peugeot, une Citroën ou une DS, bon, on va dire qu'aujourd'hui DS c'est une marque, vous pouvez la donner. Ils font également de la restauration de véhicules. Super. Alors du coup vous êtes allé à l'aventure. Voilà. Oui, ce sont des passionnés. Je peux vous dire que là, on voit des gens qui aiment leur travail. Donc, ils l'ont pris en charge sans problème. Et les résultats, ils ont été satisfaisants, mais ils subissent quand même quelques petites variations du ralenti à chaud. Mais bon, ils m'ont expliqué pourquoi. L'axe du papillon dans le boîtier, il a pris un peu de jeu, très léger. Donc, ça éventuellement, je pense qu'on doit pouvoir le rattraper en démontant. Du coup, excusez-moi Jean-Pierre, mais je vais devoir vous accélérer un peu à cause de la montre. Donc ils m'ont expliqué ce qui se passait, mais il y a plus grave, c'est que le catalyseur est hors service parce que il est trop vieux, sans aucun doute. Il y a des morceaux qui sont tombés en poussière dans le fond. Ça n'a pas empêché au mois de juillet dernier de passer le contrôle technique malgré tout. La pollution était tout à fait correcte. Un moteur bien réglé en amont avec un catalyseur sur une voiture de cette année-là, normalement ça peut passer. Alors le catalyseur, le problème c'est que effectivement sur votre modèle à vous, j'ai regardé, on trouve pas les catalyseurs. Par contre, on trouve des catalyseurs de modèles qui ont été faits un peu avant. Ça coûte pas extrêmement cher, ça coûte 120 €. Ce qu'il faut, c'est trouver, alors moi j'en ai un spécialiste d'échappement qui va vous prendre, parce qu'un catalyseur, en fait, c'est un système passif. Le catalyseur 3 voies, il est dans l'échappement, donc il faut souder un bout de tube pour le raccorder à votre échappement à vous, souder un autre bout de tube derrière, donc c'est quelque chose qu'un spécialiste peut faire très facilement. Il faudra conserver, alors la sonde lambda, ça je sais pas à quel endroit elle est installée sur votre ligne d'échappement. Il y en a une en aval. D'accord. Bon, vous conservez la sonde lambda en aval, vous coupez l'échappement, vous changez pour un catalyseur. Alors ça peut être un catalyseur Peugeot de 306 S16 parce qu'on en trouve, et ça marchera très très bien. Et le prix, alors je vous dis, le prix de la pièce c'est pas très élevé. Ce qu'il faut, c'est trouver quelqu'un qui sache faire des soudures correctement, et vous pouvez parfaitement adapter un catalyseur neuf à votre modèle, même si le modèle spécifique pour votre voiture n'existe pas en pièces détachées. Mais là, le problème, c'est de trouver la bonne personne pour le faire. Oui, c'est de trouver quelqu'un qui sait faire des soudures. Bon, ça se trouve quand même. Oui, dans mes relations passées, présentes, je vais bien réussir à trouver. La solution, c'est ça. Il n'y en a pas d'autres. En tout cas, mais c'est pas très onéreux, et vous verrez, ça marchera très bien. Génial. Vous avez bien fait de nous écouter sur Sud Radio. Pour le même moteur. Voilà. Mais quand on connaît d'excellents garagistes, on s'y accroche. On vous embrasse fort et on vous souhaite un merveilleux Noël. Et puis peut-être à bientôt en studio. Oui, pourquoi pas. Mais j'envisage sérieusement. Et on vous souhaite un beau réveillon, Jean-Pierre. Merci beaucoup. On vous embrasse fort. Merci Jean-Pierre, à tous les auditeurs. Merci Jean-Pierre. Et vous faites comme Jean-Pierre si vous voulez participer à l'émission 2023 en studio. Un mail, jeparticipe@sudradio.fr. On parle auto dans l'objet et vous dites j'aimerais bien venir dans votre émission. On vous proposera des dates et on se rencontrera. Allez. Sud Radio, on parle auto. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va surtout parler de l'environnement humain, entre autres, aussi électrique bien sûr, mais rien à voir avec une voiture classique. On a le bonheur de recevoir Lambert Trénoras, qui est le CEO et cofondateur de Gyrolift, et qui vient de recevoir, grâce à Roule, entre autres notre partenaire, le fameux Awards. Alors c'est un Awards de la mobilité solidaire. Oui, on va préciser que c'est les Awards de l'automobile, dont Sud Radio est partenaire. Voilà, et donc vous avez fait partie de plusieurs startups qui avaient proposé des solutions de mobilité innovantes, voilà, avec le Gyrolift. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est. Après, vous nous expliquerez pourquoi. Bonjour Lambert. Bonjour Lambert. Le Gyrolift. Oui. What is it?
Alors le Gyrolifts, c'est une nouvelle solution de mobilité. C'est basé sur une technologie gyropodique. Alors c'est un petit peu comme... Alors gyropodique, là, ça y est, ma mère, elle est perdue. Alors Bastien va mettre des photos sur la page Facebook de Sud Radio, donc comme ça on va pouvoir les voir en plus. C'est ces plateformes sur 2 roues qu'on contrôle en se penchant légèrement en avant ou légèrement en arrière. Ah oui, genre le Segway. Voilà, Segway était la première marque à commercialiser ce genre de solution. Et donc on est parti de cette solution-là et on a développé un module robotique qui vient se plugger dessus pour permettre à tout type d'usager, qui soit aussi bien valide qu'en situation de handicap, de se déplacer assis comme debout. Donc l'utilisateur est assis dessus, se penche légèrement en avant ou en arrière pour avancer ou pour reculer, puis à tout moment actionner une verticalisation et se retrouver en position debout. C'est génial. Pour avoir tous les avantages, je dirais, de la verticalisation. Alors pour ceux qui ont la chance d'avoir l'image en plus radio, du son, on peut voir les images du Gyrolifts. Vous avez débuté la conception de cet appareil quand ? Et qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? C'est une super idée. Et pourquoi ? Merci. Bravo. En fait, moi, je suis ingénieur de formation, ingénieur spécialisé dans tout ce qui est rééducation, handicap. Et le Gyrolift, c'était mon sujet de thèse de doctorat. J'ai fait un doctorat sur le projet Gyrolift à l'Université de Versailles. J'ai commencé en octobre 2011 et on a développé le projet. On a créé des premiers prototypes. Et puis à la fin de ma thèse, je me suis dit, mais on peut pas s'arrêter là. Faut le faire, faut le créer, quoi. C'est ça. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale et de créer la société et d'aller vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire aujourd'hui à une commercialisation du produit et de livrer nos premiers clients. Et voilà. Il est commercialisé depuis quand, du coup ? Depuis là, septembre-octobre. Et à quel type de clientèle vous le commercialisez en fait ? Que ce soit une personne seule ou une entreprise ? Comment ça fonctionne ? C'est un peu les deux, en effet. On adresse donc le marché des personnes en situation de handicap, un modèle somme toute, je dirais, classique, à travers des réseaux de distribution comme Harmonie Medical Service par exemple, qui commercialisent le dispositif, donc des particuliers en situation de handicap ou à mobilité réduite, ça peut être une personne âgée aussi. Et en effet, on adresse aussi les entreprises comme Dassault Systèmes, comme Enedis, qui s'en achètent pour leurs collaborateurs, qui s'équipent de Gyrolifts pour leurs collaborateurs, pour leur permettre de favoriser le maintien et la réinsertion dans l'emploi de collaborateurs en situation de handicap ou à mobilité réduite. D'accord. Donc c'est un fauteuil roulant électrique qui permet plusieurs positions. C'est ça. On peut d'ailleurs, quand on voyait les images, on peut le relever complètement. C'est ça. Pour quelle raison on peut avoir besoin de relever le fauteuil comme ça? En fait, la verticalisation a énormément d'avantages. C'est des avantages évidemment physiologiques. C'est la réduction des escarres, c'est la consolidation des os, la circulation du sang, même du transit. Mais c'est aussi des avantages psychologiques. C'est être à la même hauteur qu'une personne quand on lui parle, pas avoir le sentiment d'être vu de haut, d'être abaissé. Et c'est des avantages en termes d'autonomie. C'est avoir accès à des objets en hauteur, avoir accès à des plans de travail, c'est aller faire ses courses sans avoir à demander pour prendre un produit en haut d'une étagère. C'est fou. Dans un environnement professionnel, c'est aller chercher un dossier en haut d'une étagère sans demander à un collègue de nous le descendre. Et ça n'existait pas. Bah non. En fait, des fauteuils roulants électriques verticalisateurs, ça existait, mais c'était des choses qui étaient des dispositifs qui étaient très gros, très volumineux, très lourds. C'est sur 6 roues, 150 kilos, vous voyez. En parlant de quelque chose de très volumineux, là, on voit, il est quand même très très mobile, etc. Une personne soit une personne âgée qui a un peu moins de moyens physiques ou une personne atteinte d'un handicap peut aussi s'en servir d'une grande facilité. C'est-à-dire que la manipulation de cet objet est étonnante. Ouais, tout à fait. En fait, c'est les avantages donc du gyropode, c'est que le corps devient le joystick, je dirais. C'est-à-dire qu'on se penche légèrement en avant, on va avancer, légèrement en arrière, et c'est vraiment des petits degrés d'inclinaison qui permettent d'avancer, de freiner, de reculer. On peut pas tomber, on est sanglé. On est attaché, on a une ceinture en effet, on a un maintien au niveau des jambes. Et puis en fait, le fait d'avoir fait toute cette certification médicale, on est un dispositif médical, fait qu'on a été obligé de développer des systèmes de sécurité, de détection de choc, de déploiement de béquilles, qui permettent de sécuriser l'utilisateur à n'importe quel moment. D'accord, on peut quand même le commander via un joystick ou autre chose. Alors, si on n'a pas envie de garder cette fonctionnalité gyroscopique. En effet, c'est les choses qui sont dans les tiroirs de la société. Parce qu'on peut, comme Laurence, avoir envie de gigoter sans que le fauteuil bouge. Et ben, en fait, dans ce cadre-là, j'ai bien une autre proposition, mais en fait, dans ce cadre-là, on peut déployer les béquilles. Le système est un petit peu comme je dirais en veille. D'accord. Et donc le système est ancré au sol et on peut s'installer ici, par exemple, sous ce bureau.
gros, déployer les béquilles et être stable. Et ça, tout ça est automatique, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire de mes mains que simplement d'appuyer le bouton pour déployer les béquilles. Il fait combien de large? Parce que dans une maison, par contre, il faut avoir... ça passe dans tout ce qui est architecture spécialement pour les handicapés, enfin pour les gens porteurs de handicap, les grandes portes et tout ça. Oui, ça c'était aussi, c'est aussi un des gros avantages. En fait, on ne fait que 61 cm de large. Et pour vous donner un ordre d'idée, en fait, c'est un petit meuble en fait. C'est ça, c'est tout petit. Ça passe dans toutes les portes surtout. Et c'est surtout que ça passe dans les portes qui ne sont pas encore aux normes. Des bâtiments, si on est nouvellement, par exemple, à mobilité réduite, je dirais de manière générale, son domicile n'est pas forcément peut-être aménagé. On peut avoir des portes de 70, c'était dans les anciennes normes, et on n'a pas besoin de réaménager toutes les portes de son domicile. Oui, donc c'est aussi cet avantage-là. Alors que les normes, les vraies normes, c'est 90 maintenant. Et c'est électrique donc. Avec une batterie, moteur électrique. Est-ce que c'est suffisant pour se déplacer en dehors de son domicile? Oui, en fait, on a une autonomie de 25 km. Ah, quand même, donc ça nous permet aussi d'agrandir le périmètre de déplacement. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des personnes qui sont en fauteuil, qui ont un périmètre de déplacement qui est très restreint. En fait, il y a une difficulté à se déplacer, à aller dans son quartier. On reste dans un environnement très restreint, et là, on tend à augmenter ça. On a une réaction sur la page Facebook de Sud Radio, entre autres beaucoup de réactions, parce que tout le monde trouve votre gyrolift sublime. Et Olivia, parmi tant. Bravo Gyrolift, une innovation solidaire, précieuse. On le trouve où? Alors, ceux qui écoutent Sud Radio là, alors évidemment, ça sera plus qu'un cadeau de Noël, mais ce sera un cadeau de vie, en fait, que vous offrez aux personnes de mobilité, puisque on sait bien que mobilité, ça rime avec liberté. Liberté d'être et d'être, voilà. On peut le trouver où? Comment on fait? Alors, soit on prend contact avec nous à travers notre site internet, gyrolift.fr. La personne nous contacte et nous on va le rediriger vers un revendeur local. Soit il peut aller demander à son revendeur local de nous contacter, mais le plus simple étant encore de nous contacter directement. Ça coûte combien et est-ce qu'on a des aides possibles sur l'achat de... Alors ça c'est une grande question. On est sur un prix de vente à 23 000 € TTC. Alors ça peut faire peur quand on connaît pas le monde du fauteuil roulant, mais un fauteuil roulant électrique verticalisateur, c'est entre 20 000 et 40 000 €. Donc on se positionne très bien vu l'innovation qu'on apporte. C'est les volumes qu'on tend à faire qui vont nous permettre de baisser les prix, d'évoluer sur les prochaines versions, etc. Ça c'était la première question sur le prix. La première question sur le prix. La deuxième, est-ce qu'il y a des aides potentielles? Alors en effet, il y a les deux. On a parlé des deux marchés. En effet, on a le premier marché, donc un particulier. Soit il peut y avoir un dossier assurantiel qui peut être mis en place sur un tiers responsable, par exemple. Il peut y avoir une MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. C'est aller demander à son département une aide. Et ça c'est des mécanismes que les personnes en situation de handicap connaissent bien. Et puis après, les entreprises, les entreprises, ils ont énormément d'intérêt, je dirais, et puis de levier. Parce que ça peut permettre à une personne en situation de handicap de continuer à travailler. Le fait de pouvoir de changer. C'est un maintien dans l'emploi, c'est de l'ouverture de postes. C'est de l'ouverture de postes sur des postes, par exemple, de préparateur de commandes, magasinier, sur des emplois de logistique ou des chaînes de prod d'approvisionnement. On n'envisage pas de mettre une personne en fauteuil roulant. Souvent, s'il y a une personne qui a une maladie dégénératrice, on va le recaser dans un autre poste. Là, on peut le maintenir dans l'emploi. Merci en tout cas beaucoup. Bravo. En tout cas, merci beaucoup. Et vraiment, bravo, merci beaucoup, parce que moi ça me touche beaucoup, puis j'en pense, puisque c'est Noël, si vous avez envie, vous en avez besoin pour quelqu'un de votre famille ou pour vous-même et vous n'avez pas les moyens, il y a aussi le crowdfunding, et n'hésitez pas, il y a de plus en plus de solidarité sur le crowdfunding. Gyrolift, ça s'écrit Gyrolift. Bravo et merci beaucoup Lambert Trénoras. Création française, fabrication en France. Voilà, on voulait le dire, c'est important. On est bien là. Non mais on est bien, on n'a toujours pas de pétrole, mais on a toujours de super idées, et surtout, avoir une idée c'est rien, il faut la mener au bout, et bravo. Bravo à toute l'équipe. Merci. Et encore bravo pour votre Awards de la mobilité solidaire offerte par Roule, gagné avec Roule, le partenaire, dans le cadre des Awards de l'automobile. Allez, merci dans quelques Lambert. instants, l'autre cadeau c'est l'info, et puis peut-être qu'il y a un jeu qui arrive pour le sapin de Noël de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Joyeux Noël et très bon week-end avec nous sur Sud Radio. Il est midi. Joyeux Noël avec Sud Radio. Parlons vrai. Et on va continuer évidemment de parler de l'info avec vous, Léa Guichou. Bonjour.
Bonjour à tous. Le tireur qui a ouvert le feu près d'un centre culturel kurde à Paris a déclaré qu'il était raciste pour justifier son acte. C'est ce qu'il a affirmé à la police au moment de son interpellation. 3 personnes ont été tuées et 3 blessées. Le suspect, toujours en garde à vue, avait déjà été mis en examen il y a 1 an pour violence à caractère raciste, soupçonné d'avoir blessé des migrants d'un campement parisien. Un rassemblement est prévu ce midi dans la capitale, place de la République. Manifestation à l'appel du Conseil démocratique kurde. Les militants de la France insoumise ont fait savoir qu'ils participeraient au rassemblement. Ce drame dans l'Eure, 2 enfants sont morts dans l'incendie d'une maison survenue tôt ce matin à Celles près de Pont-Audemer. Un 3e enfant est en urgence absolue. Au total, 10 membres de la famille s'étaient réunis pour les fêtes. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Surnommé le Serpent, Charles Sobrage est arrivé à Paris. Ce Français est soupçonné d'une vingtaine de meurtres en Asie dans les années 70. Emprisonné pendant une vingtaine d'années, il a été libéré de sa cellule au Népal pour des raisons de santé. Dans un des avions qui le ramenait vers la France, Charles Sobrage a déclaré aux journalistes qui l'accompagnaient qu'il était innocent dans tous les dossiers le concernant. 2e jour de grève à la SNCF, encore des difficultés à prévoir dans les gares en ce week-end de Noël. Seuls 3 TGV sur 5 circulent ainsi que 3 intercités sur 4. Et ce, malgré l'accord signé hier entre les syndicats et la direction. Trop tard pour établir la situation pour Noël. En revanche, ça devrait aller mieux le week-end prochain pour le Nouvel An et les retours de vacances. Le rugby, à suivre aujourd'hui la suite de la 13e journée de Top 14, derby francilien avec le Racing 92 qui reçoit le Stade Français. Coup d'envoi à 15h. Et puis Toulouse est sacré champion d'automne. Victoire hier contre Castres 22-18. Enfin, l'ancien pilote français de Formule 1, Philippe Streff, est décédé. Il avait 67 ans. Victime d'un accident en 1989 sur un circuit brésilien, il était resté tétraplégique et avait depuis consacré sa vie à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. Très bonne journée à tous. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous sommes là avec vous évidemment, vous le savez, jusqu'à 13h. Ah, j'ai décidé, je le faisais presque à toutes les pubs. Joyeux Noël à tous, on est ravis de vous accompagner. D'ailleurs, il me semble, l'ami Jean-Luc, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 13h, que le Papa Noël de Sud Radio passe dans le coin. On vous l'a annoncé évidemment depuis plusieurs jours, le sapin de Noël, le grand sapin de Noël, c'est maintenant. Alors c'est pour vous le moment d'ouvrir votre cadeau, puis surtout de pouvoir peut-être gagner soit un ordinateur portable ProBook, soit également, c'est un ordinateur reconditionné, ça c'est bien, HP, par notre partenaire Tradel Discount. Votre séjour en famille tout inclus, oui quoi. Ça dure longtemps les piles parce qu'on n'en peut plus. J'adore. Je l'ai fait 3 fois. Oui. C'est bien, il y en aura d'autres. Vous pouvez gagner peut-être un séjour en famille tout inclus au parc Futuroscope, un moment de bien-être en Institut Guinaud-Maricord ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Alors écoutez bien, pour gagner le cadeau, ce sera un cadeau surprise. Alors que notre ami Bastien est mort de rire, je crois que Bastien a une crise de fou rire. Vous avez un numéro de téléphone à composer 0826 300 300, 0826 300 300 et ce sera le 8e appel. 0826 300 300. C'est parti. C'est parti. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et tout de suite, on va parler pneus. On va parler chaînes et chaussettes. Alors chaînes, je vous en mettrai bien quelques-unes pour vous maîtriser. Puis chaussettes, pourquoi pas en même temps. Bon. Oh, j'ai pas froid aux pieds. Non, on va en parler avec notre invité. Il s'agit de Xavier Pierre Jourdan. Bonjour. Bonjour Xavier Pierre. Bonjour. Président de Polaire, donc c'est un fabricant d'équipements. Rien à voir hiver. avec les suites. Hein. Oui. Non, mais c'est quoi Polaire exactement ? Donc nous sommes concepteurs, fabricants et distributeurs d'accessoires automobiles. Donc ça va des chaînes à neige, porte-vélo, barre de toit, coffre de toit. Bon, chaîne à neige, tout le monde connaît. Chaussettes, un petit peu moins. C'est quelque chose qui s'est beaucoup répandu. Alors moi, je me souviens de l'histoire de... C'est pas un Suédois qui a inventé les chaussettes. Un jour où il était bloqué, il a mis en fait des écharpes autour de ses pneus et paf, il a inventé les chaussettes à neige. C'est peut-être pas vrai. En réalité, c'est un peu plus vieux que ça. En 1951, aux États-Unis, que le premier brevet concernant des textiles autour d'un pneu a été inventé.
Ah ouais. Donc il y a un petit moment. Est-ce que des chaussettes, et là, ça remplace besoin, hein. T'as vu ce qui se passe aux États-Unis là? Oui, là ils vont avoir besoin de chaussettes à la fois sur les pneus pour avancer, et puis de doubles chaussettes sur les pieds pour pas avoir trop froid. Est-ce que ça remplace efficacement des pneus hiver, des chaussettes et des chaînes d'ailleurs? Alors remplacer, c'est pas le bon terme. En fait, ce sont deux produits qui sont complètement complémentaires. Le pneu est un produit qui permet de rouler dès que la température est inférieure à 7 degrés. Donc c'est un produit de sécurité l'hiver. Et la chaîne est un produit qui vient s'ajouter au pneu pour permettre d'augmenter le grip dans des situations compliquées, quand il y a trop de neige, trop de verglas, et que le pneu hiver ne suffit plus. Est-ce que c'est plus efficace d'ailleurs des chaînes montées sur des pneus hiver que des chaînes montées sur des pneus été? Tout à fait. Les deux produits sont complémentaires et ils se complètent dans l'apport de grip. Une chaîne sur un pneu hiver est plus efficace qu'une chaîne sur un pneu été. D'accord. Et une chaussette, ça ne change rien, puisque là, pour le coup, on masque complètement la sculpture du pneu. En termes d'efficacité, une chaussette sur un pneu été est l'équivalent d'un pneu hiver. Sur un pneu hiver, la chaussette augmente le grip, mais parce que l'adhérence entre le pneu et la chaussette elle-même augmente. Alors avec une chaussette, on peut faire quoi? Est-ce qu'on peut, alors on peut rouler dans la neige, on l'a compris, mais est-ce qu'on peut quand même rouler un petit peu sur du goudron? Oui, tout à fait. Les produits répondent à une norme aujourd'hui européenne qui garantit un test d'essai sur bitume. Et le test d'essai sur bitume est de 120 km de roulage sur bitume sec. Ah oui, 120 km. Moi, je pensais qu'en quelques kilomètres, on dégradait les chaussettes. Oui, alors non, on ne dégrade pas les chaussettes en quelques kilomètres. En revanche, les essais sur route sèche sont des essais standardisés à vitesse constante. Donc, oui, il ne faut pas rouler trop vite. On a une vitesse limite d'ailleurs ? 50 km/h, comme toutes les chaînes autorisées sur le marché, c'est une loi. D'accord. Alors bon, là on parle de chaînes, de chaussettes. En général, si on en a dans le coffre, on s'en préoccupe au moment où c'est la catastrophe, c'est-à-dire au moment où on est bloqué. Et tout le monde a vécu un jour ou l'autre la galère de mettre des chaînes quand on est dans la neige. La galère de mettre des chaussettes, je ne sais pas, parce que ça, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais est-ce que ça a progressé aujourd'hui, l'installation des chaînes et des chaussettes sur les véhicules, quand on est dans des situations? Parce qu'on n'est jamais au chaud dans son garage quand on fait ça, en général, on est dans la tempête de neige. Alors, les progrès sont constants sur les produits. Il faut aussi se mettre dans de bonnes conditions. La première bonne condition, c'est d'essayer le produit avant chez soi, dans la bonne condition avant de partir. Xavier Pierre, soyez honnête, personne ne le fera jamais. Qui montera ses chaînes sur la voiture dans son garage bien au sec pour voir comment on fait? Personne. Mais pourtant, c'est un bon conseil, parce que pour s'entraîner... Mais oui, d'accord, mais bon, on le sait, et au moment où on galère dans la neige, on se dit j'aurais dû regarder avant comment ça marchait. Mais personne ne le fait. Donc il faut que les fabricants, j'imagine, c'est ce que vous avez fait aussi, prennent ça en compte et se disent il faut que ce soit plus facile à installer que ça l'était il y a 20 ou 30 ans, où c'est vrai que l'installation des chaînes, c'était quand même une gageure. Tout à fait. Alors, il y a les chaînes traditionnelles avec un montage. Alors, on n'est plus au montage des années 80 où il fallait poser la chaîne sur la route et rouler dessus avant de resserrer la chaîne. Aujourd'hui, on est sur des chaînes à montage rapide qui nécessitent tout de même d'apprendre à les monter, ou au moins la notice tranquillement. Une chaussette, ça s'enfile comme une enveloppe autour du pneumatique. C'est relativement simple à comprendre. On appelle ça des produits intuitifs. Et puis après, il existe des produits plus premium, mais aussi des déclinaisons. Il existe dans notre gamme des chaussettes métalliques ou encore des chaînes à montage frontal qui viennent se mettre sur la périphérie du pneu en se fixant sur un des écrous de la roue. Donc facile à monter. C'est ça que vous êtes en train de dire. Tout à fait. D'accord. Un autre conseil, en revanche, est de bien mettre les chaînes en évidence dans la voiture, puisque souvent les clients mettent les chaînes en dessous, sous les valises. Sous le coffre. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Autrefois, les chaînes, ça se retendait. Maintenant, il n'y a plus besoin de les retendre quand on roule avec. Ça dépend des gammes de produits. Il existe, pour avoir des produits bon marché, il existe encore des chaînes qui nécessitent une retention. Mais vous avez raison, la plupart des chaînes aujourd'hui sont en retention automatique. Je voudrais bien savoir, tiens, une question aux auditeurs qui écoutent là en ce moment l'émission. Qui a une boîte de chaînes en plein hiver dans son coffre? Vous en avez, vous? Moi j'en ai, mais je ne sais même pas si elle monte encore sur ma voiture parce que j'ai changé de voiture.
C'est vrai que moi aussi j'en ai. Mais tiens, d'ailleurs, ça amène une question. Est-ce que les tailles des chaînes modernes aujourd'hui s'adaptent à plusieurs dimensions de pneumatiques? Tout à fait. Alors, d'abord, ce que vous venez de dire, c'est une des bonnes raisons pour lesquelles il faut essayer les chaînes avant de partir. Parce que quand on a changé de voiture, la chaîne ne va pas forcément sur la nouvelle. Ça, c'est clair. Alors, toutes les chaînes s'adaptent sur plusieurs tailles de pneumatiques, avec deux composantes, le diamètre et la largeur. En revanche, il n'existe pas de chaîne qui soit universelle, qui puisse se monter sur tous les pneumatiques. C'est un peu logique. Et les chaussettes? Même problématique. Oui, ça va du 39 au 42, quoi. Ouais. Ah, j'ai pris une fois, moi, je suis passé au 44. C'est un peu souple. Le nombre de produits a aussi augmenté, puisqu'avec les nouvelles normes CO2 pour les voitures, on a besoin aujourd'hui d'avoir des passages de roues réduits et donc des chaînes qui décollent le moins possible des pneumatiques. Ah oui, il y a des voitures qui sont non chaînables, vraiment, même avec les dernières technologies. Alors, on appelle ça des voitures à chaînage particulier. Il y a effectivement un grand nombre de voitures, alors voitures au sens large, c'est-à-dire la voiture et son pneumatique, qui sont non compatibles avec certaines chaînes. Il y a des voitures qui sont non chaînables en 9 mm, non chaussettables aussi. D'accord, ah oui. Tout donc, à fait. Bien faire attention avant de partir à la montagne avec ces véhicules-là. D'ailleurs, 2 chaînes ou 4 chaînes? Alors ça dépend si tu préfères TF1, France 2, Canal+, M6 ou Netflix. Ça dépend de votre abonnement, vous allez dire. Pardon. Non mais sérieusement, 2 chaînes ou 4 chaînes? Les fabricants de pneus en parleraient mieux que moi. Ce qui fait la stabilité d'une voiture, c'est le grip des pneumatiques. Si vous avez 4 chaînes, vous avez le même grip sur l'ensemble des pneus et vous aurez un véhicule plus stable. D'accord. En revanche, à vitesse réduite et dans des conditions de conduite normale, 2 chaînes sur le train moteur peuvent suffire. D'accord. 2 chaînes sur une traction, on comprend. 2 chaînes sur une propulsion, les roues avant, on aura du mal à diriger la voiture quand même. Oui, mais on assurera l'essentiel qui est le freinage et l'accélération. En revanche, 4 chaînes est toujours préférable. Les tarifs, pour finir, pour une paire de chaînes, ça va de combien à combien? Et pour des chaussettes, ça coûte combien? Des chaînes traditionnelles et des chaussettes, on est dans les mêmes enveloppes budgétaires, entre 69 et 99 euros. Ensuite, on a des produits intermédiaires, des enveloppes par exemple, ou des chaînes automatiques. On est entre 100 et 200 euros. Et après, pour les chaînes les plus haut de gamme du marché, entre 250 et 400 euros. Bon, ben voilà. Ben merci beaucoup. Parfait. Bon, on trouve vos produits dans les centres auto, j'imagine. Dans les centres auto, dans les concessions, et puis aussi sur quelques revendeurs Internet. Eh ben génial. Parfait. Xavier Pierre Jourdan, président de Polaire, fabricant d'équipements hiver, était donc avec nous pour nous parler des chaînes, entre autres, et des chaussettes. Merci Xavier Pierre. Très bon Noël et très bon week-end et très bonnes vacances si vous pouvez en profiter. Est-ce que le Père Noël a des chaînes sur son traîneau? Je ne sais pas, mais on va lui poser la question. Non, il a des rennes. Dans quelques instants. Oui. On aura le Père Noël avec nous? Ah, peut-être. En tout cas, à mon avis, le ou la gagnante du jeu va arriver au standard. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 13h. Alors avant de parler de Classic Car et de la Porsche 911, qui est peut-être dans la hotte du Père Noël pour certains d'entre vous, et pas qu'en majorette, on a, je crois, le ou la gagnante du jeu. Diana, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour Diana, vous avez gagné un joli bonnet qui fait de la musique. Ah, non. Merci beaucoup, je suis émue. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, vous avez gagné mieux que ça. Comment ça va, Diana? C'est très touchant de vous sentir ému comme ça. Vous habitez où? À Livry-Gargan. Mais en fait, ça fait depuis hier que j'écoute votre radio, depuis hier que j'essaie de vous joindre pour avoir un cadeau de Noël. Trop bien. Et du coup, du premier coup, j'ai réussi. Du coup, je suis trop émue. Eh ben, vous avez bien raison. Noël, ça a bien marché. Bah ouais, c'était le 8e appel. Il y a eu des appels, mais de toute façon, vous êtes tous habitués au jeu. Et je peux vous dire que ça va très très vite. Alors, Diana, je vais vous demander maintenant d'ouvrir votre cadeau de Noël. Vous aviez été le 8e appel, donc on va regarder ce qu'il y a sous le cadeau numéro 8 du grand sapin de Noël Sud Radio. Oh,
vous allez toujours être à l'heure pour écouter Sud Radio et à tous vos rendez-vous de vie. Diana, c'est une superbe montre Kelton que vous allez pouvoir mettre à votre poignet ou au pied de votre sapin. Mais enfin là, vous allez la garder pour vous parce que vous la recevrez pas d'ici ce soir. Voilà, c'est à vous de savoir si vous voulez la garder. Elle est magnifique. Profitez bien de votre nouvelle montre Kelton, Diana. Merci beaucoup. Merci, je suis émue. Ah bah oui, mais nous aussi, on est émus de vous rencontrer. Vous avez un petit accent qui nous arrive d'où? Ah, je viens de Pologne. Ah, très bien. Et alors, comment on fait le Noël en Pologne? C'est quoi les traditions, par exemple, du réveillon, de la table, on mange des plats. Et puis on va à l'église, on chante les chansons de Noël, du coup c'est vraiment la magie de Noël quoi, dans tout le pays. Ah super. Et un petit plat, une idée d'un plat typique qu'on sert sur la table de Noël? On mange du poisson, parce qu'on mange pas la viande pendant un mois jusqu'au Noël. Oui, on fait carême. Ouais. C'est ça. Jusqu'à Noël, d'accord. Donc vous mangez du poisson. Du coup, on mange les poissons et puis les gâteaux et tout ça. Ah, super. Bon, Diana, en tout cas, on est ravis de vous rendre heureuse. On vous embrasse fort et on vous souhaite, et puis d'ailleurs, vous aussi, un très joyeux Noël pour vous et les gens que vous aimez, que vous aurez la chance d'avoir avec vous ce soir. On vous embrasse très fort. Merci, moi aussi. Passez un joyeux Noël. Merci. Que la magie de Noël soit avec vous. Mais exactement. Merci. Puis vous êtes notre cadeau. Merci, Diana. Vous êtes notre cadeau parce que c'est une nouvelle auditrice depuis hier. Donc vous êtes notre joli cadeau de Noël. On vous embrasse très fort. Merci, bisous. Et on boit de l'eau en Pologne pour Noël, la fameuse eau de Pologne, qui est très connue. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Ah, tu m'as eu. Joli, tu m'as eu. Bonjour Christian Taon. Bonjour Christian Taon. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Vous êtes le cofondateur de Flat 6 Magazine. Ouais, un magazine qui est essentiellement consacré à la voiture de sport, qui fait rêver tous les passionnés de voitures de sport. Et c'était la question du jour. Est-ce que ça serait pas le cadeau idéal pour tous les amateurs d'automobile, la Porsche 911? Alors Christian, il mange, il boit, il dort Porsche 911. Ah, j'ai peur, enfin, voilà. Et pourquoi cette passion d'ailleurs, Christian? Tiens, c'est vrai. C'est très simple, c'est un truc d'enfant. Hein. Basiquement, quand tu es dans la voiture familiale et que tu es sur l'autoroute et que tu te fais doubler par une 911 dans les années 60, tu dis ça, j'aurai ça quand je serai grand. Basta. Ah, ça risque pas d'arriver avec l'ami de Citroën. C'est très simple, c'est très simple. Et en fait, étant dans la presse auto depuis mes débuts, en fait, on a eu quelques succès. Et évidemment, quand tu as un succès, quand tu as une trentaine d'années, tu t'achètes une 911. Et puis un jour, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas un magazine sur les 911? Parce qu'on est passionné de ça. Et bien, on a créé Flat 6 Magazine, voilà. Bon, alors Flat 6, pour ceux qui ne savent pas, Flat 6, parce que le moteur de la Porsche 911 est un 6 cylindres à plat, donc ce qu'on appelle Flat 6 dans le bon français. Et vous en vendez combien à peu près? C'est un mensuel, hein, c'est un mensuel. C'est un mensuel, oui, qui tourne entre 20 et 30 000 exemplaires. Oui, il y a des vrais passionnés. C'est vraiment un truc de passionné, si vous voulez. C'est vraiment un truc, je dirais que c'est un magazine consumériste passionné. Bon, parfait. On donne beaucoup de conseils, en fait. Voilà. Bon, alors, c'est justement pour ça que vous êtes là, c'est pour donner des conseils. Alors, si on veut se faire plaisir, en admettant, par exemple, qu'on travaille avec une animatrice qui voudrait vous faire un beau cadeau pour Noël, voilà. Est-ce qu'il y a... j'ai de la musique pour ton cadeau, si tu veux. J'appuie sur le bouton. Est-ce qu'il y a des modèles de 911 à privilégier? Alors déjà, moi, juste un petit clin d'œil, la 911, elle est née en 1963, comme quelqu'un que je connais qui est assis à ma place en ce moment. Voilà, donc c'est une idée de cadeau pour l'année prochaine. Moi, je suis beaucoup plus jeune que vous. Voilà, ouais, donc j'ai cru que vous en mettez. Bientôt les 60 ans de la 911. Ah ouais. Alors, est-ce que dans toute cette histoire incroyable, parce que la 911 a une histoire incroyable. D'ailleurs, il y a quelque chose, c'est que vous croisez une 911 de n'importe quelle génération, même si vous n'êtes pas un passionné de voiture, vous direz, tiens, c'est une Porsche. On est d'accord, Christian? Ah mais tout à fait. En fait, on fête cette année les 60 ans, comme tu l'as dit. Faut savoir qu'il y a deux styles de Porsche. Les Porsche qui étaient anciennement à refroidissement à air et qui sont devenus, au milieu des années 90, refroidissement liquide. Okay. Voilà. On va dire que les voitures jusqu'en les années 95, on va vraiment être dans la voiture de collection, ok, et on va l'utiliser comme un véhicule de collection. C'est que voilà, on va pas aller au bureau tous les jours avec. Oui, mais enfin, je fais une petite précision au passage. On va l'utiliser comme un véhicule de collection, mais par rapport à beaucoup de véhicules de collection qui viennent, par exemple, de l'autre côté de la Manche, je peux pas balancer une 911. On met la clé, on tourne et ça démarre en général.
Ah ben totalement. Ça, c'est l'idée de la 911. Hein. C'est l'idée de la 911. Un reste fiable. Faut pas oublier que la 911, c'est la descendante de la Volkswagen Coccinelle. Donc c'est la Dodge Qualitat. Oui. Il y a combien d'ailleurs sur la production de 911? Combien de modèles roulent encore? On a une proportion? On pense que 70% des 911 roulent toujours. C'est énorme. 70% des 911 qui ont été produites roulent tous. Donc c'est fiable. C'est fiable, ça a toujours été fiable. Ça a été toujours la grande. Souvent, les gens nous disent mais une 911, elles se ressemblent toutes. Je dis oui, mais sur l'autoroute, nous, on n'a pas de souci. On continue, même avec des voitures des années 60, on en a fait des tests régulièrement. On continue à très très bien rouler et on est bien dans la situation actuelle avec cette voiture-là. D'accord. Est-ce qu'on trouve des pièces d'ailleurs? Parce que ça a beau être fiable, il y a un moment, il faut remplacer des pièces d'usure. Est-ce que c'est facile de trouver des pièces? Oui, c'est très facile parce qu'il y a vraiment un marché. Comme on l'a dit, 70% des 911 existent toujours. Donc on les trouve bien évidemment chez les concessionnaires Porsche. Mais il y a des spécialistes de la pièce détachée comme Rose Passion qui font vraiment un service pour que ce soit de la Porsche récente ou de la Porsche ancienne. Oui, puis on peut préciser, alors moi, parce que j'ai eu le catalogue Rose Passion il n'y a pas longtemps, que les prix sont pas forcément monstrueux. Hein. C'est pas, on est dans des tarifs un peu plus élevés que pour un véhicule traditionnel, mais beaucoup moins que pour d'autres marques allemandes que je citerai pas, mais avec une étoile sur le capot, où là, les pièces pour les modèles anciens, c'est juste un bras. On est bien d'accord, c'est une question de marché. Et justement, Rose, pour ne citer que lui, a vraiment été voir tous les fabricants, parce qu'il faut savoir que tous les fabricants utilisent des pièges Bosch ou un tas de manufactures qui font de la pièce détachée. Et on sait vraiment entretenir des voitures. Il n'y a rien de plus simple. Alors, la vraie question du début, est-ce qu'il y a des modèles à privilégier? On voudrait le conseil du vrai spécialiste. Voilà, on a un budget, Laurence a un budget. D'abord, quel budget et quel modèle acheter? Je suis pas sûr d'avoir le vôtre, hein, mais... Alors, il faut savoir que des Porsche, les premières Porsche à refroidissement liquide, les 996 qui ont été produites à partir du milieu des années 90, le ticket d'entrée, il va être en gros entre 25 et 30 000 euros pour avoir une très belle auto. C'est pas monstrueux. Non, c'est pas monstrueux, c'est pas monstrueux. Ouais. Ok. Et ça, c'est une voiture. En plus, maintenant, on sait que c'est des secondes voitures pour la plupart des cas. Donc, on va être assuré avec des assurances, on va qualifier au kilomètre. Donc ça va être quelque chose, si vous avez, je sais pas moi, une Xantia pour rouler tous les jours, aller au boulot, vous avez une 911 dans le garage, votre assureur, il va vous faire des sourires parce qu'il sait que vous allez prendre vraiment soin de la voiture. D'accord. Donc on peut s'assurer. Tout ce qui tourne autour de la Porsche, c'est très facile. Dans le magazine, on a un tas de spécialistes indépendants parce qu'il y a les concessionnaires, bien évidemment, qui gèrent les voitures récentes, qui ont maintenant des parties classiques, mais il y a aussi beaucoup de spécialistes indépendants qui sont vraiment des gens très très pointus sur la 911. Donc ça, c'est pas un problème. Donc alors, la 996, première à refroidissement liquide, à des tarifs accessibles. Est-ce que si je veux faire un placement dans un modèle de collection, qu'est-ce qui est un peu plus accessible? Alors, les placements, moi, je parle beaucoup plus de plaisir que de placement. On sait, sur 30 ans, on peut concilier les deux. On n'a pas perdu d'argent sur toutes les 911, sans exception. D'accord. Donc, quel que soit le modèle qu'on achète, on sait qu'on ne perdra pas d'argent à long terme. À moins qu'on achète une voiture neuve et automatiquement, il y aura sur les 5-7 premières années une décote. On ne va pas perdre d'argent. Disons que quelqu'un qui aurait acheté une 996 il y a une dizaine d'années, aujourd'hui en euros constants, il aurait gagné 30% de la valeur de ce qu'il a mis il y a 10 ans. Mais comme ça, il a coûté un petit peu d'assurance, un peu d'entretien des vidanges, il retombera sur ses pattes. Bon. Donc il aurait eu que du plaisir pendant 10 ans. Eh ben merci beaucoup, Christian. Du plaisir sans perdre d'argent. En plus, c'est bien. Le plaisir, même au-delà de l'argent, le plaisir de ce genre de voiture. Oui, mais Christian, exactement ça. Le plaisir sans perdre d'argent. Ouais, en plus. C'est une danseuse qui vous coûte rien. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai. Merci beaucoup, Christian. On est très, très, très en retard. Il y a Bastien qui me fait des gros yeux. Une excellente journée. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Merci, Christian. Au revoir, Christian Taron, cofondateur de Flat 6 Magazine. Tiens, puisqu'on parlait de la 900, mon petit doigt me dit qu'on va continuer d'en parler dans quelques instants. Restez avec nous. Avec une exposition fabuleuse. On en parle tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous sommes heureux d'être avec vous aussi sur la page Facebook de Sud Radio, où on a un petit coucou de André qui dit merci à Laurence et Jean-Luc. On a aussi eu un joli bonjour d'Alger, c'est TVRHF, bon, où je vous écoute régulièrement. On a Olivia qui est là, enfin vous êtes évidemment tous nombreux. Il y a Chris Beau aussi, il a plein de questions, Chris Beau. Alors Chris, comme on est sur une émission de Noël un peu particulière, je crains qu'on ne puisse pas répondre à vos questions. Envoyez-nous un mail. Les envoyez par mail. Je participe @sudradio.fr. Exactement. Allez. Régis Mathieu, bonjour. Bonjour Régis Mathieu. Bonjour. On va partir au cœur de la Provence dans une lustrerie. Parce que il y aura une expo. Alors vous allez nous expliquer dans 2 secondes. Ouais, non, la lustrerie, parce que on peut marier de l'éclairage et la Porsche 911. Et pour fêter justement les 60 ans de la 911, Régis Mathieu a décidé de faire une exposition exceptionnelle dans la lustrerie uniquement de 911. Ça durera jusqu'au 22 janvier 2023. Là, donc c'est assez court. C'est pour ça maintenant qu'on en parle, c'est gratuit, on peut y aller. Et expliquez-nous. Alors lustrerie, Régis. Où ça? Qu'est-ce que c'est? Alors, Lustrerie, c'est une entreprise spécialisée dans les lustres. Les lustres, c'est ces grands luminaires qui éclairent nos châteaux, nos cathédrales, nos maisons et qui ont été à la mode depuis le XVe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et ici, dans le cœur du Luberon, il y a la plus grande lustrerie de France, peut-être même du monde, parce que j'en connais pas d'autres, et qui restaure, qui réédite, qui recrée, qui crée des luminaires contemporains et qui a un musée de lustres. Et quand on est amateur de lustre, collectionneur de lustre, un peu maboule de lustre, on va dire, on a un problème, c'est qu'on n'utilise que le plafond et le sol reste libre. D'accord. Et quand on est amateur de lustre et de voitures, vous avez compris. Et ben on met des voitures sous partout. les lustres. Ou des lustres sur les voitures, ça dépend dans quel sens on regarde. Alors, on peut juste aller voir sur internet, mathieu-lustrerie.com. Mathieu comme le prénom, lustrerie comme lustrerie.com. Vous allez voir les images, ça fait rêver parce que en plus la mise en scène avec ces lustres magnifiques et les Porsche 911 en dessous, c'est vrai que ça fait cadeau de Noël. Alors il y a une petite contrainte quand même, c'est pas si facile. C'est que l'exposition n'est ouverte que la nuit. Ah, c'est beau! Vous me direz, vu les journées qu'on a, il fait nuit tout le temps. Alors, ça va. Mais c'est une belle idée! 17h, 21h, lumière sûre, et cette année, lumière sur 60 ans de 911. Et la chance pour le public, pour les visiteurs, pour les fanats de voitures, mais pas que, vraiment pour tout le public. Ah, c'est beau! C'est de rentrer dans une lustrerie la nuit. Donc on a des yeux qui brillent, même moi qui y vais depuis 30 ans, on a toujours les yeux qui brillent, il y a des milliers de bougies, de cristaux, de formes modernes, contemporaines, classiques, enfin c'est vraiment très amusant. Oh, c'est beau! Oui, Laurence est en train de s'extasier devant son écran d'ordinateur. Mais Régis, alors les Porsche, vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit, un peu comme Obélix dans la marmite de potions magiques. Et là, donc pour les 60 ans de la 911, vous avez réuni ces 40 modèles. Mais vous, en fait, vous avez fait la liste idéale. Vous avez dit, tiens, je prends les 40 911 qui me font le plus rêver. Et vous avez réussi à les trouver. C'est quand même incroyable. Ouais, presque en n'étant pas égoïste. Je veux dire que j'ai pas pris les 40 911. Je peux pas que vos auditeurs comprennent les 40 911 qui me plaisent le plus. Oui, c'est qu'on pouvait en mettre que 40. 60 ans. Voilà. Il y a 8 générations de 911. Je me suis dit, les gens qui viennent à la lustrerie ont les yeux qui brillent pour les lustres, mais comment tous mes copains, mes amis, les clubs, tous les fanats de Porsche, et on en connaît des fanats de Porsche et de 911, qui sont très 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 pointus, comment je peux les émerveiller aussi? Et en fait, j'ai pris la liste des 8 générations. Avec mon fils qui est autant fanat que moi, on a décidé de faire la liste idéale. Le shopping, vous voyez, la plus rare de telle génération, la plus rare de ci, la plus rare de ça. Et on a fait la liste des 40 911 idéales. On a passé quelques coups de fil. On a des amis qui sont passionnés, qui j'espère vous écoutent, et qui m'ont tous gentiment prêter leur voiture rarissime, on parle même pas de valeur ni de rareté. Ils n'ont pas envie de les récupérer. On pourra passer. Alors pendant un mois et demi, ils s'en passent. Alors on a de la chance, c'est le moment d'hiver, c'est pas le moment où on roule le plus, voilà. Mais par contre, ce qui est assez génial et je tiens à le souligner, c'est qu'en fait, c'est vraiment ouvert au grand public. Donc c'est vraiment une démarche de partage. Alors, oui, on y va pour la beauté. C'est gratuit, voilà. C'est gratuit. Tout le monde va venir, les écoles, les mamies, les mamans, les petits. Oui, Régis, vous me prêtez la voiture, ils me les ont prêtées. On n'y va pas que pour... Évidemment, si on aime les Porsche, parce qu'on est passionné, c'est évident, qu'on aime un peu la voiture, même beaucoup comme moi. On y va pour la scénographie, en fait. Mais si on n'aime pas la voiture, allez-y pour les lustres, parce qu'il y a aussi 40 chandeliers exceptionnels, enfin, autant des choses qui sont sublimes, tout est sublime, il y a les créations modernes, il y a les créations... parce que vous faites le château de Versailles, monsieur, quand même. Ouais, c'est ça, le château de Versailles, enfin, monument historique dans le monde entier, et l'hôtel de la Marine à Paris, où nous avons un atelier. Moi, je veux
j'aurais vraiment envie d'y aller. J'ai encore une carte dans mon chapeau. En ouais. fait, tout ça, c'est dans les anciennes usines d'ocre. Ah, en plus, oui. Et en plus, c'est dans des grands bâtiments magnifiques. Alors là, j'en ai pas la paternité, c'était là avant moi, qui sont ces anciennes usines d'ocre entre Roussillon, Apt, Rustrel, le Colorado des ocres. Et en fait, tout ça est dans un grand décor tout rouge. Donc, et on est à Gargas. Voilà. Donc vous avez des gens qui viennent voir les usines d'ocre, d'autres qui viennent voir les voitures, d'autres qui viennent voir les lustres. Et en fait, tout ce monde repart un peu émerveillé. Ils s'attendent pas à voir l'autre partie qui sont pas venus voir. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Régis, si vous deviez en garder une seule dans toutes celles qu'il y a. Alors, j'en ai mis quelques-unes qui sont à moi et j'y suis très 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 attaché. Donc si on enlève les miennes qui me regardent avec des jolis yeux chaque fois que je passe devant, j'ai la chance qu'on m'ait prêté le prototype de la première 911 de course de l'histoire. C'est le prototype des 911R qui est de 1966. D'accord. C'est peut-être la plus petite, la plus fine et la plus discrète de l'exposition, mais pour moi c'est la plus rare et c'est celle qui me touche le plus, car c'est un peu le papa ou la maman de toutes les voitures de compétition qui sont venues après. Donc le propriétaire, celle-là, il la reverra pas. Le propriétaire, il m'a dit pas dire son nom et il compte bien la récupérer. Régis, moi je dis ça, je dis rien, mais j'ai l'impression qu'il y a un Jean-Luc M de Paris qui va débarquer pour voir avant le 23 janvier. Il a les yeux qui brillent comme un enfant. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, vous à chaque fois on parle de la grotte du Père Noël, mais elle existe, la grotte du Père Noël. Non mais c'est magnifique. Elle existe, elle est à Gargas, c'est ça. Ouais, Gargas, on est dans le 84. Vous avez toutes. Allez sur leur site internet déjà, en prendre plein la vue comme moi je viens de le faire. MathieuLustrerie.com. Et puis c'est du côté de Gargas dans le 84. Il faut qu'on s'organise ça. Toutes les générations et tous les gens qui aiment toutes les générations de 911 ne seront pas déçus parce que on fait vraiment le grand écart. Porsche a eu la gentillesse, l'usine Porsche, par l'intermédiaire de Porsche France, de me prêter la nouvelle GT3 RS qui va sortir et qui est la première fois au monde exposée au grand public ici à la Lustrerie. Ah non, mais ça y est, là, vous m'avez perdu. Je suis tout fier, j'arrive même pas à réaliser que c'est moi qui le dis. Ah non, vous m'avez perdu là. Voilà. Bon, Régis, en tout cas, merci parce que c'est un joli cadeau de Noël que vous faites à tous les amoureux de la beauté. Puis ça fait rêver, voilà. De la beauté, que ce soit avec vos lustres et que c'est vraiment exceptionnel ce que vous faites. Régis, quand vous passerez à Paris, vous avez, la porte est ouverte, vous venez et puis on prendra un peu de temps pour parler de cette passion. Cette passion. Devant un joli plat. Et soyez vraiment tous les bienvenus à la Lustrerie. On vous embrasse très fort. C'est gratuit, c'est le soir 17h 21h et c'est à la Lustrerie. Mathieu, merci beaucoup. Bon Noël Régis. Merci, bon Noël. Joyeux Noël Régis. C'est Félix qu'on dit. Allez, à suivre, votre question et puis on va vous parler de la mobilité des plus démunis avec Roule qui s'engage pour cette mobilité. On en saura plus dans quelques instants. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto. Et on parle auto avec vous au 0826 300 300. Vos questions sont les bienvenues. Dom, bonjour. Bonjour. Merci bonjour. Dom, c'est Dominique? Ouais, bah oui. Oui, c'est Dominique, oui. Vous êtes où, Dominique? Pas très loin de Vichy, 20 km de Vichy. Ah, très bien. On vous entend pas très bien, mais on va vous écouter. Oui, bien, écoutez, je passe après une question sur les lustres, moi qui ne suis pas une lumière, mais justement, j'ai besoin des lumières de Jean-Luc au sujet des boîtes auto. Je vais vous éclairer, alors. Oui, au sujet de la conduite en boîte automatique, notamment en DSG7. Alors, j'ai deux petites questions, en fait. Allez-y. À savoir, est-ce qu'on doit vraiment passer sur N quand on est dans les bouchons ou au feu, arrêté, parce que la voiture vous dit que vous devez appuyer sur le frein, et quand je regarde sur Internet les avis des uns et des autres... Vous voyez tout et son contraire. Voilà. C'est normal. Et puis l'autre question, c'est la conduite en hiver, ou en tout cas sur adhérence précaire avec la boîte auto. Parfois elle change de rapport sans que je m'y attende. Enfin, j'ai tendance à devoir freiner trop pour passer moins vite en virage que je le faisais avant. Enfin, et parfois elle relance un peu brutalement, et c'est un peu curieux. Et je me dis sur route... Vraiment vers glacé, ça va être twist. Enfin, vers glacé, ou en tout cas un peu enneigé. Voilà, oui. Alors, pour la première question, il y a deux réponses. Il y a la réponse pour vous, puisque votre DSG7, c'est en fait une boîte mécanique avec un système robotisé à double embrayage. Donc, ça fonctionne comme une boîte mécanique. Donc, le fait de passer sur N, pourquoi pas? Si vous vous arrêtez longtemps au feu rouge, ça évitera le patinage des embrayages,
donc ça limitera l'usure des embrayages. En plus, cette voiture, il y a le stop and start qu'on peut désactiver bien sûr par un bouton, mais on ne pense pas toujours. Et puis la moindre seconde d'arrêt, ça y est, elle passe, que le moteur soit froid ou chaud au péage, elle coupe. Voilà, quand le moteur est chaud et que le stop and start se met en route, ça sert à rien de passer sur neutre. Hein. Oui, ça c'est sûr. Oui. Voilà, donc vous laissez le mieux. Alors, on va faire un cas généralisé. Il y avait le cas particulier de votre boîte, vous venez de démarrer, machin, vous êtes dans les bouchons, ça dure longtemps, vous pouvez passer sur neutre, c'est pas grave. Maintenant, dans 99% des usages, qu'on ait une boîte d'ailleurs robotisée ou une vraie boîte automatique, on laisse sur drive. C'est-à-dire on laisse sur la position marche. Sinon, sur une vraie boîte automatique, quand on passe de la position drive à la position neutre, on sollicite la boîte. Alors que quand elle est sur drive, si vous gardez le pied sur le frein, ça n'use absolument pas. Donc, il faut rester sur D. La position N, à quoi elle sert? Vous allez voir, la réponse, en plus, elle va être en deux temps. La position N, elle sert principalement quand vous allez tracter la voiture. Vous êtes en panne, vous mettez sur neutre. C'est la seule solution pour tracter une voiture en boîte automatique. Ensuite, le deuxième cas de figure où je peux utiliser le N, je suis sur une route où ça glisse, franchement. Autrefois, quand j'étais avec ma boîte mécanique, quand vraiment j'avais une perte d'adhérence, je mettais au point mort et je récupérais l'adhérence comme ça. Vraiment, quand j'étais... Moi, je débrayais, oui. Voilà, oui, mais... Oui, vous débrayez, mais là, vous n'avez pas de pédale d'embrayage. Donc, et oui, là, il n'y a pas de pédale d'embrayage, d'accord. Mais j'aurais pas pensé à. Là, le fait de débrayer, c'est se mettre sur la position neutre. Donc, c'est pas un réflexe qu'on va avoir facilement, mais c'est un réflexe qu'il va falloir conditionner. Donc, c'est une solution quand vraiment vous êtes en totale perte d'adhérence. Maintenant, avec une boîte automatique, la plupart des boîtes automatiques, elles ont des positions snow. Donc neige. Donc quand il y a de la neige, vous mettez la position snow. En règle générale, la boîte va démarrer non pas sur le premier rapport, mais sur le second rapport, comme on ferait avec une boîte mécanique normale, et aura toujours tendance à passer le rapport supérieur. Ça vous évitera le rétrogradage en virage. Dans votre cas, elle n'a pas de position snow, votre boîte, mais ce que vous pouvez faire, c'est qu'elle a une position manuelle, c'est que vous vous mettez en manuel et vous gérez exactement comme vous faisiez avant avec votre boîte mécanique, c'est-à-dire vous démarrez en seconde pour éviter le moindre patinage, et vous êtes systématiquement sur le rapport supérieur pour éviter justement les variations de couple trop importantes qui pourraient vous faire perdre le contrôle de la voiture. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous pouvez, non mais voilà, sur une DSG, vous passez en mode manuel, elles ont tout un mode manuel, et quand il y a de la neige, vous passez en mode manuel, vous laissez pas la voiture gérer toute seule. En revanche, vous ne coupez pas l'ESP, parce que autrefois, les premiers ABS, on disait quand il y a de la neige, il faut surtout couper l'ABS, c'était vrai, parce que les distances de freinage s'allongeaient beaucoup trop avec l'ABS. Aujourd'hui, c'est géré beaucoup plus finement. Si ABS, ESP, on laisse, c'est vraiment une béquille électronique très efficace par temps de neige ou voire même sur le verglas, même si ça peut pas faire de miracle. Les lois de la physique s'appliquent quoi qu'il arrive. Mais donc avec votre boîte, quand vraiment vous êtes embêté sur un sol très glissant, vous repassez en manuel et vous verrez comme vous faisiez avant. Eh ben Dom, on a appris plein de choses grâce à vous aussi. Merci beaucoup. Dom. Salut, passez un bon Noël. Merci. On vous embrasse. Merci Dominique. Joyeux Noël. Dans votre mail, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire quand vous disiez qu'il y a du brouillard avec votre voiture, que vous voyez rien, et que votre voiture, avec les systèmes électroniques, ils voient rien non plus. On est d'accord. Alors, les caméras ne voient rien, mais il y a les systèmes lidar aujourd'hui qui sont là, sont plutôt bien, qui sont un peu mieux. Mais pareil, le brouillard, c'est vraiment un cas de figure qui est très délicat à gérer. Oui, ben voilà, on va y aller là maintenant, monsieur. Oui, on y va. Allez, hop, on parlera du système lidar plus tard. Merci beaucoup, Dom. Dans quelques instants, on va parler de mobilité pour les plus démunis. Sud Radio, on parle auto. Et tout de suite, nous sommes avec Jonathan Tuchban, qui est le directeur général de Roule, R-O-O-L-E, la complémentaire santé en fait de votre voiture. Bonjour Jonathan. Bonjour Jonathan. Je dis la complémentaire santé de votre voiture, Jonathan, parce qu'en fait, beaucoup de gens me disent, mais c'est quoi Roule exactement? C'est un peu ça, c'est comme on a la sécurité sociale et notre complémentaire santé, qui couvre tous les autres frais que la sécurité ne couvre pas. Eh bien Roule, vous couvrez tous les frais que votre assurance ne couvre pas. Effectivement, quand vous adhérez au club Roule,
vous avez un service qui est sans doute le service principal du club, qui s'appelle la complémentaire auto. Et quand vous avez une complémentaire auto, on vient compléter l'assurance principale du véhicule. Donc on paye les franchises, on paye les pertes de points, c'est-à-dire les stages de points, on paye les remplacements de pneus si vous crevez un pneu, les véhicules de remplacement, etc. Donc on vient bien compléter, comme une mutuelle santé, l'assurance traditionnelle du véhicule. Parfait. Bon, en plus là, il y a un côté solidaire. Dans Roule, vous avez décidé de vous engager pour la mobilité des plus démunis, les gens qui viennent de passer leur permis de conduire. Alors, Roule peut vous aider, si vous avez peu de moyens, déjà à passer votre permis de conduire. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, pour l'acquisition d'un véhicule, vous avez mis en place... Alors, c'était presque une usine à gaz, parce qu'il faut d'abord trouver les voitures, ensuite trouver des gens pour les réparer. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors effectivement, on a différentes initiatives autour de l'impact social chez Roule. Aujourd'hui, on parle de donnezvotrevoiture.org. Alors d'abord, ça part d'un constat. Vous avez 13 millions de Français qui rencontrent des difficultés pour se déplacer, par manque de moyens essentiellement. Comme on le dit souvent sur votre plateau, avoir un véhicule et entretenir un véhicule, ça a quand même un certain coût. C'est souvent le deuxième budget des Français, voire le premier parfois. Et donc, on a décidé, en partenariat avec Solidar Auto, qui est une fédération de garages solidaires, de lancer cette plateforme pour aller collecter des dons de voitures chez des particuliers et des professionnels et les flécher vers des garages solidaires. C'est-à-dire que vous donnez votre voiture à une association, qui est un garage, elle répare cette voiture, et alors, du coup, on peut donner sa voiture à prix très intéressant. On va rentrer dans le détail. Donc, pour donner votre voiture, vous allez sur www.donnezvotrevoiture.org et là, on a toute la démarche. Donc, je peux donner. Alors, quel véhicule en général les gens vous donnent ? Ce qu'on va chercher, nous, c'est plutôt les véhicules pas ou très peu utilisés parce que assez anciens, qui dorment un peu dans les garages des Français. Donc on parle de véhicules qui coûtent souvent moins de 2000 € et qu'on a déjà remplacés mais qu'on garde au cas où. Et on pense que cela pourrait être bien plus utile pour des personnes qui en ont besoin pour travailler ou avoir une vie de famille. D'accord, donc ces véhicules, vous les récupérez gratuitement. Ensuite, vous les donnez aux garages solidaires qui travaillent avec vous, en partenariat avec vous. Là, ils sont révisés, remis en état. Voilà, on en parle aussi de ces garages solidaires. C'est pas un garage classique, c'est qu'ils font travailler des gens qui en ont besoin, ou vous pouvez même, vous, aller faire vos propres réparations avec les structures et dépenser moins de sous. Donc voilà, pardon, virgule. Donc effectivement, un garage solidaire, c'est une association qui a une activité de garage, qui peut vendre des voitures ou les entretenir. La particularité, c'est que les publics, la clientèle de ces garages, a plutôt des faibles moyens, sont des personnes, par exemple, qui bénéficient du RSA ou qui sont sur du chômage long ou des choses comme ça. Et donc, comme ils ont peu de moyens, ils sont bénéficiaires d'avantages, notamment de pouvoir être clients des garages solidaires. D'accord. Donc les voitures sont révisées et ensuite elles sont vendues, mais elles ne sont pas vendues à n'importe qui. Comment on peut faire pour... Et puis des tarifs réduits. Surtout. Voilà, comment on peut faire pour prétendre à l'achat de ces véhicules? Association. Et pour quel prix? En fait, vous avez plusieurs garages solidaires dans différents départements et régions de France, mais le principe de fonctionnement, c'est que c'est pas pour tout le monde, c'est bien pour des personnes fragiles. Donc les garages solidaires ont des critères pour vous, qui dépendent aussi du garage, de la région, du département, etc., qui vous permet d'être éligible à ces offres-là. Jonathan, on passe souvent aussi par les associations, c'est soit Pôle emploi, soit c'est... des prescripteurs sociaux. Voilà, c'est la mission locale. Exactement. Ça marche. Je voulais pas employer le mot prescripteur parce que c'est un peu technique, effectivement, mais ce qu'on appelle un prescripteur, c'est un tiers de confiance, Pôle emploi par exemple, qui dit voilà, cette personne concrètement n'a pas d'emploi, a des faibles revenus et est donc éligible à l'achat d'un véhicule à très bas tarif dans un garage solidaire. Surtout qu'on sait à quel point, quand tu n'as pas de voiture et pas d'emploi, c'est compliqué. Très bas tarif, tout à l'heure on parlait de voitures en dessous de 2000 €. Très bas tarif, c'est quoi exactement? À la sortie, c'est moins de 1000 €. Wow. C'est moins de 1000 €. Et alors si la personne ne peut vraiment pas, imagine une personne très démunie, elle ne peut pas même pas mettre 1000 € dans un véhicule, est-ce qu'on l'aide? Alors
Alors là, en fait, nous, est-ce qu'on l'aide sur ce sujet-là? Nous, on sait déjà pas faire en dessous. Parce qu'il y a aussi un aspect sécuritaire. Hein. C'est-à-dire que, non, mais je parlais financièrement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des... Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des associations qui peuvent aider? Oui, après, voilà, on se doute que pour 1 000 €, on a une voiture avec des freins, avec des pneus en bon état. Non, mais t'as raison. Ce qui n'est pas forcément le cas quand vous achetez une voiture à moins de 1 000 € sur un site de petites annonces. Carrément. C'est hyper important. On se déplace quand même en voiture à une certaine vitesse. Il faut rouler en sécurité. Donc effectivement, ça a quand même un certain coût. Mais au moins, vous roulez en sécurité. La voiture a été contrôlée et révisée par gare. Et Jonathan, pour ceux qui... Oui, pardon. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, je disais, pour ceux qui n'ont pas les moyens de dépenser 1 000 €, il faut aller chercher les aides locales de la mairie, du département, de la région, pour se constituer le minimum pour acheter un véhicule ou en louer un. Parce que je sais que Roule, vous investissez beaucoup avec cette fameuse plateforme de dons digital pour donner une deuxième vie, en fait. Vous êtes acteur aussi. En fait, on a développé le site internet. C'est nos équipes techniques, développeurs informatiques, qui ont développé donnezvotrevoiture.org. Et on a des chefs de projet qui bossent sur le sujet. On a notamment fait un test de campagne de communication autour d'Angers récemment pour aller toucher les particuliers et aussi des concessionnaires aux alentours pour favoriser le don de voitures. Je tiens à rappeler qu'on parle des particuliers aujourd'hui parce qu'on est sur Sud Radio, mais les professionnels de l'automobile peuvent aussi donner. Et on a quelques-uns de nos partenaires distributeurs auto qui ont déjà donné des véhicules à des garages solidaires de la Fédération Solidar Auto. Donc c'est possible aussi. Je rappelle un élément important pour les auditeurs, c'est l'avantage fiscal. Oui. Quand vous donnez de l'argent à une association, vous avez bien un avantage fiscal. 50% à peu près, oui. Ça peut même être un peu plus. C'est pareil quand vous donnez une voiture. Cette voiture, elle a une valeur. Et donc, vous avez bien un avantage sur votre impôt sur le revenu, si vous payez l'impôt sur le revenu, bien sûr. D'accord. Une autre voie de sourcing, pour parler en bon français, ça pourrait être les voitures qui habituellement sont destinées à la casse. Est-ce que vous travaillez pour récupérer les voitures qui ont bénéficié des primes à la casse, justement? Parce que beaucoup sont encore en très bon état. Alors là, autant jusqu'à maintenant, on a parlé d'un projet déjà en place, en ligne, qui est donnezvotrevoiture.org, autant là, on va aborder un sujet sur lequel on travaille avec l'État. On aimerait bien qu'une partie des véhicules qui sont encore roulants, mais qui sont forcément fléchés vers les casses parce que le client qui a acheté un nouveau véhicule a bénéficié d'une prime à la casse, on aimerait que ces véhicules-là partent pas tous à la casse et que certains puissent aussi être réorientés vers des publics fragiles. Et là, c'est un projet beaucoup plus lourd, au sens où il y a un volet réglementaire. Comment fait-on pour récupérer ces véhicules, puisque aujourd'hui, à partir du moment où vous avez le tampon prime à la conversion, ils doivent être forcément cassés. Exactement. Vous avez aussi les véhicules des domaines, c'est-à-dire les véhicules appartenant à l'État, qui se renouvellent à vitesse plus accélérée en ce moment, parce que l'État a des engagements de rendre plus verte la flotte des véhicules. Là aussi, vous avez des véhicules d'un certain âge, mais encore en état de rouler, qui pourraient être exploités. Et donc, on travaille là-dessus au sein de notre pôle institutionnel chez Roule. Super. Eh bien, super. Jonathan, on va juste, puisque l'émission se termine et qu'on va devoir rendre l'antenne pour les infos, rappeler le site donnezvotrevoiture.org. Tout est expliqué, c'est extrêmement bien fait. Bravo à Roule d'être plus qu'acteur dans cette possibilité de redonner de la mobilité et un véhicule aux personnes les plus démunies. On vous embrasse très très fort, Jonathan. Merci Jonathan. Est-ce qu'un journaliste nécessiteux qui voudrait une Aston Martin pourrait passer par cette... Allez, gare, soignez-vous bien parce que vous avez la grippe et il veut une Austin, il veut une Porsche, il veut tout ce thème-là. Au revoir Jonathan et grand joyeux Noël à vous tous et à l'équipe de Roule. Bastien. Au revoir Jean-Luc. Salut. Merci Jonathan. Bisous mon Bastien, joyeux Noël. On te retrouve samedi prochain. Hein. Merci, oui, non, pas moi. Ah, ce sera pas Bastien, il sera en vacances, ça a bien raison. Jean-Luc, joyeux Noël. Merci beaucoup. Joyeux Noël à tous ceux qui étaient à l'écoute de Sud Radio et en l'occurrence sur la page Facebook. À suivre, ce sera Invino et vous avez bien évidemment rendez-vous avec toute l'équipe des sports cet après-midi. Juste une seconde, donnez votre Porsche 911 à Jean-Luc, vous tapez ça directement. Allez, on y va, c'est parti. Joyeux Noël. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.